Bienvenue dans l'épisode d'Actioner consacré à Gangs of London. Someone chose to kill Finn Wallace. Today we mourn the loss of a great man, but tomorrow it will be business as usual. No. Everything stops until I find out who killed him. Autant vous le dire tout de suite, cette série était la production originale que j'attendais le plus cette année. Depuis son annonce, je n'avais qu'une seule question en tête, c'était est-ce que Gareth Evans pouvait-il hisser sa production au niveau de ces deux films cultes que sont The Raid. Spoiler, la réponse est oui, enfin peut-être, ça dépend du point de vue, mais cette série est quand même excellente, enfin je crois. Bref, pour y voir un peu plus clair, je suis accompagné par mon gang, composé de Manu. Salut Manu. Salut. Et le Thibaut. Salut. Alors je vais faire un petit point avant de rentrer dans le vif du sujet. Gangs of London n'étant pas encore disponible partout, nous allons découper donc l'épisode en deux parties distinctes. Dans la première, nous donnerons notre avis général sur la série, puis on roulera sur la voie du spoiler, comme des tarés. Car il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette série, donc on peut pas se contenter de rester que sur l'allusif. Alors je vais faire un petit résumé de la série parce qu'il y a une personne qui m'est proche qui me dit que des fois elle sait pas trop de quoi je parle. Elle se reconnaîtra si je garde ce passage. Donc l'histoire, et puis pour ceux aussi qui connaissent pas vraiment Gangs of London ou qui l'ont entendu de loin, donc c'est l'histoire d'un parrain du crime du nom de Finn Wallace qui a été assassiné, on sait pas par qui, et sa mort va provoquer une lutte de pouvoir entre tous les groupes criminels qui lui sont inféodés, et son fils qui est son successeur va chercher à tout prix à savoir qui est le commanditaire du crime, et donc il sera aidé par une famille amie qui sont les Domani et par Elliot Finch qui est au départ une espèce de malfrat sans envergure qui va prendre de plus en plus d'importance dans le récit. Il conduit un peu le regard d'ailleurs du spectateur. Et donc pour commencer, on va faire peut-être, pour ceux qui n'auraient pas vu et qui se disent mais à quoi ça ressemble, on va faire peut-être un petit jeu où on va dire chacun de notre tour à quelle série, film, œuvre ça nous fait penser. Comme ça permet de baliser un peu dans l'esprit des gens ce qu'ils s'apprêtent ou s'apprêteraient à voir. Donc je vais commencer tout de suite moi par citer Game of Thrones parce que dans l'interaction, comme je l'explique dans le résumé, entre toutes les familles et tout ça, et dans ces enjeux de pouvoir, je trouve qu'il y a beaucoup de ce qu'a fait le livre et ensuite la série de George R.R. Martin. Thibaut, qu'est-ce que t'aurais comme référence, toi ? Je voulais aussi citer Game of Thrones, parce que c'est devenu un peu une façon bien pratique de décrire une série qui met en opposition différents clans qui ont leur spécialité, leur famille, leurs armées, etc. Mais puisque tu m'as coupé l'herbe sous le pied, je dirais que ça m'a fait penser à The Raid. Non, je déconne. Forcément, ça fait penser à The Raid. The Raid 2, si. Hein. Mais là, tu me coupes l'herbe sous le pied. Effectivement, non mais je pense que tout le monde s'attend à ce que ça ressemble un minimum à The Raid à partir du moment où c'est fait par Gareth Evans. Mais forcément, j'avais envie de citer Peaky Blinders pour la simple et bonne raison que, le personnage principal est incarné par Joe Cole, qui du coup était l'un des personnages proéminents en tout cas des 4 premières saisons de Peaky Blinders, et aussi parce que Gangs of London, en témoigne son titre plutôt explicite, est une série qui transpire un peu la Britishness, qui sent bon la Grande-Bretagne, et donc forcément on y retrouve des morceaux de Peaky Blinders en ce sens, c'est-à-dire vraiment cette espèce de flegme britannique et aussi tout un décor. Alors là on n'est pas dans les rues industrielles de Peaky Blinders, mais on reconnaît bien forcément Londres pour ceux qui ont déjà été, et aussi la campagne britannique. Donc voilà. Manu, tu as une référence ? J'en avais deux. La première, c'était The Raid 2 en tant que film, parce que je trouve qu'il y a des grosses similarités dans la construction de l'intrigue générale, ouais. Et dans la façon dont ça se déroule, et où on va passer de scènes... on va dire de la vie quotidienne à scène de combat un peu en mode combat du quotidien, c'est-à-dire combat dans une cuisine, combat dans une pas dans une boucherie en l'occurrence, mais dans une pièce lambda d'un immeuble, combat dans la rue, dans un bar, enfin voilà, peu importe.
avec la violence sur au moins certains passages qu'on a pu avoir dans The Raid ou The Raid 2. Peut-être pas l'ampleur qu'on a dans The Raid 2 parce que on n'est pas sur le même genre de production, mais plus de variété éventuellement. Et la deuxième, c'était Peaky Blinders. Alors je vais du coup vous mettre tous les deux couper l'herbe sous le pied. Parce que c'est des gangs à Londres, mais aussi parce que plus que Game of Thrones en fait, on a déjà ce fonctionnement, ce système de fonctionnement de différents gangs qui travaillent ou non les uns avec les autres, qui veulent ou non essayer de grimper un peu dans la hiérarchie. Et pour compléter un peu ce qu'a dit Thibaut, je dirais qu'on est dans du Peaky Blinders après quelques saisons. C'est-à-dire qu'au début, le gang des Peaky Blinders essaye de monter justement dans la hiérarchie. Là, on suit un gang qui est le patron, quoi, qui règne sur les autres gangs et qui est déjà établi. Et on va voir comment potentiellement il va chuter, comment les luttes vont se créer. Donc oui, ça m'a forcément, et c'est assez évident, mais ça m'a forcément fait penser à ces deux œuvres. Après, un peu plus nerveux que Peaky Blinders, qui est plus gentil du coup dans son intrigue, même si on a quelques moments de violence et quelques cadavres sur le terrain, mais voilà. Et au final, tu préfères Peaky Blinders ou Gangs of London ? C'est difficile à dire, puisque c'est... Enfin, il y en a une, c'est clairement pour moi, ça restera une mini-série. L'autre, c'est une série sur le long cours. C'est compliqué. Je pense que j'ai toujours un amour pour Peaky Blinders, mais qui a des hauts et des bas, tu vois. Ce qui fait que ça le rend de qualité moindre sur le long terme. Là où Gangs of London, on y reviendra tout à l'heure, est pas constant jusqu'à la fin. Pas constant dans sa construction et dans certains moments de tension. Par contre, arrive à garder une certaine qualité quand même jusqu'à la fin, à ne pas descendre en dessous d'une certaine limite pour moi. C'est peut-être discutable, on y reviendra, mais ouais. Je pense que d'un point de vue qualitatif, Gangs of London se tient au-dessus. Ok. T'as vu comment j'ai un peu détourné la question parce que c'est quand même pas mal. Franchement, j'étais en train de me dire que t'avais vraiment bien joué sur ce coup. J'ai fait mon politique. Et Thibaut, t'as une autre référence, que j'en ai deux autres, moi. Non, vas-y, enchaîne. J'étais curieux de découvrir les tiennes, en fait, à vrai dire. Alors, l'une des références, parce qu'il y a une thématique que je trouve assez forte, qui est en tout cas beaucoup plus explicite dans la seconde partie de la saison, c'est le rapport au père. Et je pensais beaucoup à Hamlet. Donc, après, bon, c'est un peu convenu de citer du shakespearien. Une série britannique qui serait inspirée de Shakespeare. Ça, ce serait du jamais vu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un côté shakespearien dans la série. Et j'ai regardé quelques interviews pour préparer le podcast. Et pour tout te dire, David, je pense que tu as visé juste, puisqu'il est revendiqué par Corinne Hardy, il me semble, dans une interview. L'un des réalisateurs de la série. Tu le sens dans ce rapport au père, surtout qu'il y a trois personnages et trois rapports au père qui sont assez différents. Et je trouve que c'est presque l'une des excellentes réussites de cette série. Et donc, ma dernière référence, ce sera une double référence, mais je ne pourrais pas l'expliquer ici. On va passer dans la partie spoiler. C'est X-Files ou Fringe. Ok, intéressant. J'ai hâte d'avoir ton explication. Et là, les gens vont s'imaginer qu'il y a des aliens qui débarquent dans un final. Ou un monde parallèle. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pour autre chose. Ok. Tiens, mais qu'est-ce que t'as pensé de la série, au final, sans forcément rentrer dans les détails, Manu? Moi, j'ai trouvé ça plutôt bon. Alors, j'ai vachement accroché dès le début parce que... alors, il y a un peu un syndrome série télé qui veut partir fort et du coup, nous envoie des gros moments assez lourds dès les premiers épisodes. C'est un peu le syndrome, mais alors là ça devient technique, mais on donne les 5 premiers épisodes à la presse, du coup les 5 premiers en général c'est les plus lourds, et ça te laisse sur un truc et derrière ça se calme un peu plus. Mais j'ai trouvé que ça partait bien, j'ai trouvé un relâchement en seconde partie de série, mais en fait l'idée c'est que pour moi, ils ont balancé beaucoup de la forme au début et beaucoup plus du fond sur la fin. Ouais. Voilà, ils ont un peu introduit quel allait être le fond au fur et à mesure sur les premiers épisodes, mais sans trop le développer et en jouant beaucoup sur l'action et sur la violence. Derrière, ils développent un peu plus son propos. Ça peut être regrettable si on s'attendait à avoir autant de violence de bout en bout. Mais moi, d'une façon générale, j'ai trouvé ça agréable jusqu'à la fin. J'ai plutôt bien aimé. Je reste sur une bonne impression, en tout cas. J'ai pas vraiment de déception. Ok, Thibaut. Ouais, je pense que je suis plutôt de l'avis de Manu. D'ailleurs, je m'attendais, d'après nos discussions avant ce podcast, à être peut-être un peu plus enthousiaste
que mon cher Emmanuel. Mais il se trouve qu'effectivement, j'ai aussi beaucoup aimé cette série. Il y a une vraie baisse de régime dans sa deuxième partie, mais qui est mise au profit, je dirais, de l'histoire. Et c'est vraiment, à partir de ce moment, là où Gangs of London essaie vraiment de nous raconter quelque chose de plus grand et de plus vaste. Du coup, c'est à la fois un défaut et une qualité, c'est assez bizarre, d'autant que je pense que le discours qui est développé assez tardivement dans la série va permettre d'éventuellement aller vers une suite ou des spin-offs, ou en tout cas de faire plus d'épisodes, quel qu'il soit, alors que le début de la série, comme le rappelait Manu, est très porté sur l'action, sur quelque chose, t'as vraiment l'impression de développer, de voir un univers se développer, mais vraiment en mode un bon gros one-shot, avec 9 épisodes d'1 heure, mais qui suffiront à eux-mêmes, et qui vont t'en mettre plein la gueule non-stop. Donc il y a un peu deux phases, je dirais, dans cette première saison, ce qui la rend assez difficile à juger. C'est vrai que arrivé en milieu de saison, moi j'ai vraiment eu une baisse d'attention, je dirais. Et je me suis demandé si du coup on allait vraiment dégringoler d'épisode en épisode. Et effectivement, je crois que c'est encore Manu qui le rappelait, mais la série, bien heureusement, descend pas en dessous d'un certain seuil. Et de toute manière, j'ai été beaucoup trop enthousiasmé en fait par ce que je voyais et par ce qui était l'univers qui était développé, pour perdre totalement mon intérêt en fait pour Gangs of London, au sein en tout cas de cette première saison. Parce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait ce côté qu'on a dans des films ou des séries que j'aime beaucoup, de crime opera, ou pour faire le mélange avec space opéra et les films de gangsters. C'est qu'on a cette échelle en fait qui permet de toujours s'intéresser à plus de personnages, à plus de répercussions, à plus de bagarres également. Donc ça permet vraiment à la série d'explorer tout un tas de petits recoins qui sont fascinants, là où souvent sur des séries dédiées à des criminels, et c'est le cas aussi sur Peaky Blinders, on se concentre quand même sur un endroit, une ville, ou un trafic en particulier, par exemple. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est son échelle et le monde qu'elle développe. Bien sûr, du coup aussi l'action et certains personnages qui sont absolument addictifs. Donc voilà pour mon avis sur cette saison-là. Et si je peux me permettre de rebondir, je trouve vraiment que on parle de moitié de saison et du fait qu'il y a un changement. J'ai vraiment l'impression que ça a été découpé en 2 temps. Sauf que j'ai le sentiment que la seconde partie aurait mérité plus de temps pour être développée. Je l'aurais plus vu comme éventuellement 2 saisons de 6 épisodes, avec un peu plus de temps pour développer certains éléments sur la fin, parce que y a des choses qui sont mises en place et qui sont un peu rushées dans le traitement par la suite. Des relations qui se construisent, des tensions qui mériteraient d'être montées un peu plus. Et j'ai l'impression qu'on aurait pu s'arrêter au 6e et qu'on serait un peu plus, 3 épisodes de plus facilement sur la deuxième partie. Et éventuellement, si je peux, ça sera pas une déception parce que je suis assez content que ça reste en 9 épisodes au final, et en me disant, parce que toi Thibaut tu suggères qu'il peut y avoir une suite, mais on en reparlera, en me disant que voilà, ça sera un one shot. Mais par contre, si j'avais voulu pour mieux traiter le sujet, je l'aurais fait en 12 épisodes à rigueur, en 12 épisodes de one shot ou en 2x6 quoi. Je crois que tu es sur une piste. Faut oublier l'épisode 5 qui raconte rien aussi. Oh là 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 là. Là, on rentre dans les détails et bientôt dans la partie spoiler, mais et dans le fight et dans la bagarre, pour rendre hommage de toute façon à Gangs of London, il fallait qu'on se batte. Mais pour rester dans la partie non spoiler, et pour peut-être alerter les gens qui seraient curieux, auraient envie quand même de donner à sa série sa chance, il y a vraiment 2 parties, mais j'ai pas eu l'impression, qu'elles étaient faites par 2 types de personnes différentes en fait. Là où je pense par exemple aux séries Marvel de Netflix, où il y a toujours 2 arcs, et où le deuxième arc, des fois t'as une sacrée baisse de régime qui fait vraiment mal la tronche et qui te fait même douter de ce que t'as vu précédemment. Donc là, j'ai pas ressenti un freinage aussi violent en fait. Simplement, l'évolution aurait mérité d'être un peu plus soignée quoi. Je vais revenir moi sur ces 2 arcs que je pourrais donc diviser même en 3. En tout cas
trois espaces vraiment très distincts dans la série. C'est-à-dire que l'épisode 1 à 4, qui sont vraiment une espèce de roller coaster où ça monte très très vite. Dès la première scène, t'es frappé par la série et ça te relâche pas pendant... on peut aller jusqu'à l'épisode 5 où vraiment ça se relâche pas. L'épisode 5 est un épisode qui est presque une espèce de one-shot à l'intérieur de la série. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être extraite, mettre quelques informations redispatchées dans la série et ça changerait rien. Mais il y a une raison, je pense, à ça. Je pense que Gareth Evans a voulu se payer, à mon avis, son épisode et un truc qui est assez grandiose. Et à partir du 6e épisode, il faut commencer à raconter l'histoire, c'est-à-dire faire monter la mayonnaise pour aller jusqu'à l'épisode 9, jusqu'à la révélation. Et effectivement, il y a beaucoup de passages qui sont beaucoup de narration, beaucoup de choses. Et par contre, étrangement, la mise en scène diffère un peu aussi dans l'action, dans la manière dont elle est montrée. Tout d'un coup, tu as l'impression qu'il redécouvre la pudeur. C'est très étrange. Mais je suis pas entièrement d'accord, mais je crois voir ce que tu veux dire. Je suis à moitié d'accord. On en parlera dans la partie spoiler, hein, parce que j'ai des exemples et tout. Mais effectivement, t'as l'impression que tout d'un coup, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'éléments de l'histoire qui arrivent dans cette deuxième partie, c'est-à-dire entre 6 et 8, parce que l'épisode 9, c'est vraiment la clôture de la saison. Mais 6 et 8, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup d'intrigues, de révélations. On découvre aussi qui est vraiment la personne, enfin en tout cas le groupe de personnes qui se trouve derrière le crime, derrière la mort du personnage principal qui est annoncé dès le départ. Donc on voit que quelque part c'est vraiment un roller coaster, c'est-à-dire que ça monte très très vite, très très fort, très très haut, et ça redescend, et t'espères un peu que l'épisode 9 redonne ce souffle que tu avais éprouvé dans l'épisode 1 à 4, et malheureusement c'est peut-être le seul bémol, j'ai l'impression que ça t'offre pas tout ce que tu voudrais avoir. En tout cas moi ça m'a pas offert tout ce que je voulais avoir, mais j'étais un peu déçu par... l'une des révélations qu'on évoquera dans la partie spoiler. Mais tu vois déjà, tu parles de 3 parties, et la première, elle prend 5 épisodes. Non, l'épisode 5 est divisible en 2 parties distinctes. Je pense qu'en termes d'action, il est complètement dans la continuité des 4 premiers. Par contre, en termes de narration, il crée une rupture, parce qu'il dit moins de choses, il amène aussi les prémices de la menace finale. Donc c'est vraiment, je le considère comme un épisode charnière dans la totalité de la série. C'est pour ça que je l'isole, lui, par rapport au reste. De toute façon, d'un point de vue temporel, il est un peu isolé, puisque il raconte quelque chose qui a été ellipsé entre-temps, et qui vient se placer avant une certaine intrigue de l'épisode 4. Donc, Alors, je posais une question assez simple, c'est qu'est-ce qui marche dans la série et qu'est-ce qui marche pas dans la série ? L'action, ça marche, ouais. Forcément, surtout quand elle est réalisée par Gareth Evans directement. Corinne Hardy s'en sort bien aussi. Hein. Même si Corinne Hardy s'en sort bien aussi. Par contre, notre Frenchie Xavier, je sais pas comment on prononce, Xavier Jean. Ok. Ouais. Et un peu en dessous, même s'il apporte d'autres choses qui sont intéressantes, mais qui relèvent effectivement pas de la mise en scène de l'action. Ce qui est un petit peu dommage pour un podcast qui s'appelle Actionneur, mais on lui pardonnera volontiers. Ouais, mais je crois qu'on lui demande autre chose à lui. Bah clairement, et puis il arrive sur la deuxième partie, comme tu viens de le résumer, amène elle aussi d'autres choses, donc c'est clair. Donc très clairement l'action ça marche, c'est le truc qui marche le mieux. Je trouve que pour utiliser un terme anglais lui aussi, le world building fonctionne vachement bien. L'aspect britannique tourne pas mal aussi, même si je trouve que très clairement on se trouve dans une Londres tout à fait fantasmée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la ville la plus surveillée du monde, si je dis pas de bêtises, et je trouve que ça se ressent pas forcément dans la série. Mais ouais, déjà ces 3 trucs-là, l'action, le monde et le côté britannique emmènent en tout cas les 4 premiers épisodes assez loin, je trouve. Moi, je rajouterais le côté multiculturel qui ressort bien, ouais. Et l'intrigue internationale. En fait, c'est des gangs qui sont issus de... Enfin, même... ils sont tous issus de l'immigration, au final. D'une façon ou d'une autre à travers l'histoire, et ça se ressent bien. Ce côté international dans la série se ressent bien à plusieurs moments. On a des Kurdes, des Albanais, on a des Mossi, je me souviens plus d'où il est. J'ai Pakistanais. T'as dit pakistanais ? Non, j'ai pas dit pakistanais, non. Mais Mossi, je sais plus de quel pays il est. Mais enfin bref, ouais, voilà, ça, on le ressent bien.
Un truc qui marche bien, mais là, ça sera à la carte pour le spectateur, on va dire. Ce sera au spectateur de savoir si pour lui, il l'accepte ou pas. C'est une série très sadique, qui joue vraiment sur nos sentiments, sur un côté viscéral du téléspectateur. Tout le temps. Vraiment, presque jusqu'au bout, on a des parce que il y a de la violence autant psychologique que physique, hein. Et ça, on le ressent bien jusqu'au bout. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai parfois du mal. Je trouve que c'est assez bien dosé dans la série. Ça va parfois très loin, hein. Mais voilà, ça m'a mis mal assez régulièrement, mais mal d'une façon acceptable. Voilà, après les acteurs, parce qu'il y a un gros panel d'acteurs qui sont tous aussi bons les uns que les autres. Joe Cole, je le connaissais de Peaky Blinders et de quelques autres trucs, mais c'est un acteur que j'adore et je trouve qu'il joue bien le rôle. Michel Ferlet aussi. Qui on a d'autres, j'ai perdu les noms de la plupart des acteurs. L'acteur qui joue Elliot, je l'ai plus là, mais je sais que tu veux en reparler tout à l'heure parce que c'est quand même un acteur important. Mais ouais, on a des bons rôles. La famille du Bunny aussi, je trouve qu'ils sont excellents. Ouais. Et en point faible, tu veux peut-être finir les points forts avant qu'on parle des points faibles ou Non, vas-y. Je pense qu'on a fait le tour des points forts, hein, je n'en vois pas d'autres. Ok, ça m'aurait permis de réfléchir aux points faibles parce que j'hésite encore. Je pense qu'il y a... Ouais, vas-y Thibaut. Ouais, je voulais un petit peu surenchérir sur cette idée de série un peu internationale. Parce que je pense que typiquement la série Gangs of London à la base c'était, il me semble, un projet de franchise pour le cinéma, et d'ailleurs c'est basé sur un jeu vidéo que Gareth Evans a racheté juste pour avoir le nom, un vieux jeu PS1 il me semble, qui a pas PSP, ok, ouais. qui avait pas grand intérêt, mais du coup effectivement il disait en interview dans l'une que j'ai vue pour préparer cet épisode que en fait l'un des trucs qui l'a incité à revenir très vite en fait à une série, c'est l'idée que on l'aurait sans doute demandé si je sais pas, en faisant une espèce de trilogie de films ou une franchise comme ça basée sur la criminalité à Londres, que tout le monde parle anglais en fait, alors que pour lui c'était très important de représenter Londres dans le sens où si vous vous baladez dans la ville, vous allez entendre toutes sortes de langues, certaines que vous reconnaîtrez et d'autres sans doute pas. Et moi je trouve qu'en fait c'est l'une des forces de la série effectivement d'aller dans cette direction, mais aussi limite d'aller plus loin que la capitale britannique elle-même, en emmenant de temps en temps le spectateur notamment en Turquie si je dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé qu'en fait c'est là où la série était très habile, c'est que elle remplissait pas qu'à moitié la promesse de son côté international, c'est-à-dire que on était effectivement de temps à autre transporté soit le temps de flashback ou d'explications plus longues dans un monde criminel qui est connecté à la géopolitique, même si on est dans une Londres un peu fantasmée, qui fait forcément penser à notre monde. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. En tout cas, moi, j'ai pas d'exemple de série qui explorait cet aspect-là. Alors, Peaky Blinders est toujours connecté notamment à l'histoire de l'Angleterre. On voit des personnages historiques assez régulièrement, mais il y a presque un côté romancé, là où, par exemple, le fait que Londres soit utilisé comme une ville pour blanchir l'argent du monde criminel est une réalité à l'heure où on enregistre ce podcast, avec, je crois, j'ai lu quelque part qu'il y avait jusqu'à les autorités britanniques considèrent qu'il y a peut-être 90 milliards de livres qui sont blanchis chaque année à Londres, et notamment via cet argent vient du commerce de la drogue, et à partir du moment où la drogue quitte la France, son prix double une fois qu'elle arrive dans Londres. Donc c'est quand même une ville super intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est la ville la plus surveillée du monde, mais c'est aussi l'une des plus potentiellement les plus dangereuses en fait. C'est vraiment une cocotte minute quoi. Et je trouvais qu'on ressentait vraiment ça dans la série, et que quelque part c'était une super manière d'honorer ce titre un peu
presque un peu premier degré que Gangs of London, quoi. Il y a un côté presque titre de travail et au final ils l'ont gardé et ils l'assument jusqu'au bout et en connectant cette ville au reste du monde, et j'ai trouvé ça super astucieux en fait et vraiment très intéressant à explorer. Donc voilà, c'était juste pour surenchérir et permettre à Manu de trouver des points positifs et ou négatifs, parce que j'ai beaucoup trop monologué, donc je pense qu'il a plein d'idées. Non, du coup je t'ai écouté tellement attentivement que j'ai même perdu ce sur quoi j'allais rebondir juste avant que tu mettes à parler. C'est mon côté orateur, tu vois, tout le monde se tait, on m'écoute. C'est le talent. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Non, je réfléchis aux points négatifs, mais Mais moi, je peux en donner un, c'est une promesse qui ne tient pas. En tout cas, il y a une promesse de départ. Si on s'y attache trop, on peut peut-être se perdre. ouais. On en reparlera peut-être dans la partie spoiler, mais Ouais, parce que je vois pas ce que ça peut être. Exact, et même, ça va même ouvrir la partie spoiler. ok. Moi, dans les points négatifs, effectivement, je trouve qu'il y a la réalisation qui est un peu à la manière de ce que la série essaye de raconter, change vachement entre les deux phases qu'on explorait tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a aussi de temps en temps des petites fautes de goût. J'allais dire sont assez typiques de Gareth Evans, et je suis même pas sûr en fait, mais dans certains épisodes il y a des espèces de montages sur des flammes et des espèces de trucs comme ça que je trouve plutôt vulgaires et qui pourraient s'accorder assez bien avec le côté sadique dont parlait Manu tout à l'heure. Ah bah l'imagerie de la corde au début, enfin en haut de l'immeuble qu'on voit dès la bande-annonce, je trouve que c'est pas le truc le plus beau qui soit, quoi. C'est pas le Ah truc ouais, alors, je la trouve géniale. en l'occurrence, je trouve qu'on est vraiment là dans le côté roman noir / graphic novel, quoi. Le mec qui va faire tomber un type en brûlant la corde à laquelle il est suspendu. Ah mais je trouve la scène cool, c'est juste l'image, enfin la réal, il y a un truc dans la lumière, dans c'est l'ensemble tourné sur fond vert, quoi. qui colle moyen, quoi. Ouais, voilà, je trouve que justement ça enlève un peu à la scène. Ouais, peut-être. Mais mais je veux dire, au-delà de ça, je pensais à des trucs vraiment plus pointus, parce que là, on va vraiment aller chercher dans la petite bête, quoi. Mais je trouve des fois, il y a des effets de montage ou de réalisation qui sont pas forcément, je dirais, très, très actuels ou très modernes, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il y a de bonnes raisons pour lesquelles on ne fait plus ça. Je peux donner un exemple qui n'est pas du tout un spoiler, mais il y a un moment, il me semble que c'est dans le dernier épisode, où il y a deux personnages qui se téléphonent, et donc on a un split screen. Donc l'écran qui est divisé en deux. Ah, je trouvais ça cool, moi. Moi, je trouve ça va pas du tout avec le reste de la série, en fait, pour moi. Genre, je trouve que c'est... Moi, je visualise tout le temps... Ça me fait tout le temps penser à OSS. Alors, c'est ma propre, interprétation des choses. Et bien entendu, on peut faire du split screen et faire ça de manière élégante ou artistique. Mais là où, dans un Kill Bill, ça s'intègre à presque toute une espèce de réflexion un peu méta sur le genre et comment on représentait les films pulp, série B, voire Z par le passé. Je trouve que ce split screen en particulier s'accorde pas du tout au reste de la série, qui est vachement gritty, excusez-moi encore du terme anglais, mais vraiment, comme disait Manu, assez sadique, assez cruel en fait. Et quand tu ramènes des espèces d'effets comme ça un petit peu vintage, j'ai envie de dire, je sais pas, je trouve que le mélange prenait pas, ou en tout cas il prend pas, parce que ça arrive dans le tout dernier épisode, et je me suis dit ok, là les gars se permettent un truc qui visiblement n'a pas été pratiqué par le passé. C'est un peu comme si vous regardiez un Star Wars et que d'un coup il y avait une transition à la Akira Kurosawa, aussi connue sous le nom de transition PowerPoint, mais genre vraiment dans la dernière scène, alors qu'il n'y en aurait pas eu avant. Donc ça m'a un peu comme ça, des moments comme ça qui m'ont sorti un peu parfois de... Ouais, après c'était un split screen pour appuyer le propos, enfin la scène elle est lourde de sens. Je dis pas qu'il est gratuit, hein. Je dis juste que je trouve qu'il est assez étrange d'un point de vue esthétique, quoi. Ouais. Okay. Non, mais c'est vrai qu'il dénote sur l'ensemble de la série, mais d'un autre côté, moi j'ai eu l'impression que les deux réalisateurs britanniques étaient là vraiment pour se faire plaisir, quoi. Entre le split screen, c'est un hommage à Brian De Palma. Tu peux voir le cinquième épisode comme un hommage à Skyfall. Il y a plein de choses où tu as l'impression que les gars, ils sont là pour se faire plaisir, et ça se ressent, et peut-être qu'effectivement ça dénote, mais moi j'ai trouvé le split screen vachement cool. Ah, ok, mais je sais pas, je trouve ça intéressant que tu soulèves l'idée de dommage, parce que justement moi j'ai trouvé assez chouette que la série réussisse à faire autre chose tout en s'appelant Gangs of London que ce qu'on a l'habitude de voir par exemple chez Guy Ritchie ou même Matthew Vaughn avec Layer Cake, quoi. Ouais, mais je pense que eux, leur citation, je pense qu'elle remonte à beaucoup plus loin. Je pense que quand Gareth Evans cite
les films qui l'ont marqué, c'est beaucoup de cinéma hongkongais, Jackie Chan, des choses comme ça. Et je pense que leur citation se situe plus là que dans les auteurs récents, quoi. Ouais, c'est compatible, hein. Ils peuvent aller chercher les hommages ailleurs, effectivement, mais j'avais pas vu ça sous cet angle. D'autant que tu as d'autres éléments de réalisation qui parfois sont uniques, enfin qu'on voit une seule fois dans la série et qu'on retrouve pas. Je pense justement à l'épisode 5 où tu as un plan qui part de... On en reparlera tout à l'heure, mais qui parle d'un groupe de personnes et qui fait qui recule sur une très très longue distance. Ouais. C'est un truc que t'as pas ailleurs dans la série et je trouve que, tu vois, c'est pourtant un pur plan, quoi. Ça marche Ouais, j'adore, mais en l'occurrence, c'est un de mes plans préférés de la série. Mais du coup, tu vois, c'est un plan unique de réalisation que tu retrouves ailleurs nulle part dans la série. Mais juste que celui-là, tu le trouves pas kitsch. Ouais, je le trouve pas kitsch, ouais. Mais il y a vraiment ce côté-là, là, c'est vraiment une interprétation personnelle. Mais bon, je donnais cet exemple du split screen parce que je pensais qu'il serait parlant. Au final, il génère un débat sans équivalent, sans précédent. Mais non, pour moi, il y a plusieurs choses comme ça où des fois, je me dis genre, c'est assez bizarre d'être un peu comme ça négligent sur ce que tu essayes enfin la façon dont tu mets en scène certains trucs, quand justement à côté tu vas déployer si tu veux, un vocabulaire, des éléments de langage qui sont au contraire hyper précis et souvent aussi très justifiés, quoi. Donc bon, après en l'occurrence le speed screen, je dis moi-même qu'il racontait quelque chose, donc quelque part c'est justifié. C'est juste que par moment je trouvais effectivement qu'il y avait simplement une question de dosage qui était assez étrange. Mais en même temps, quand on parle d'une série qui se passe en Grande-Bretagne, faite par des Anglais, mais aussi avec un Français, une action qui est inspirée du cinéma asiatique et hongkongais, et des espèces de grands délires de criminels complètement imbus d'eux-mêmes, comme on en voit à Hollywood, forcément, le mélange est tellement riche, les ingrédients sont tellement nombreux que c'est normal que tout ne soit pas de mon goût, et j'imagine que d'autres trouveront le plan que tu cites, par exemple, de Manu, assez gratuit, à l'inverse, quoi. Donc il y en a pour tous les goûts. C'est peut-être aussi quelque part une des réussites de la série, c'est ce côté un peu réussir à créer un monde comme ça criminel vraiment super intriguant, tout en allant piocher dans des cultures parfois très différentes, voire même carrément opposées. On reviendra dans le traitement de la violence, mais moi il y a vraiment deux trucs que je trouve presque incompatibles que la série réussit à unir, en fait. Ça, il y a un truc qui m'a un peu perturbé, mais c'est tellement à la toute fin de la série qu'on en reparlera tout à l'heure. Ok. Donc pas beaucoup de points négatifs, finalement. Non. Bah non, il y en a assez peu, ouais. Et à qui conseillerez-vous Gangs of London ? Aux enfants de moins de 12 ans. Non, faut avoir le cœur accroché quand même. Faut pas avoir peur quand même de la violence à l'écran. Après, si vous êtes à l'aise avec The Raid, typiquement, vous pouvez y aller, c'est vraiment ça. Ouais. Mais par contre, si The Raid, c'est le genre de truc que vous regardez un peu en fermant de l'œil de temps à autre, là, faut vous imaginer qu'il y a j'allais dire, la cruauté d'une série. Au sens où t'as le temps de développer et de t'attacher au personnage, quoi. C'est pas juste un type qui passait par le couloir au mauvais moment. Donc c'est vrai que ça rajoute encore plus d'emphase, en fait, sur cette fameuse violence. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu le cœur accroché, et il faut vraiment apprécier le côté là pour le coup je peux utiliser le terme, mais shakespearien, qu'on peut trouver dans les films ou séries de gangsters, quoi. C'est-à-dire que si vous aimez pas les espèces de longues tirades de types qui essayent de se convaincre que ils sont pas le plus grand méchant dans la pièce, ça sera vraiment pas pour vous. Et je pense à Phobos qui du coup m'a pas accompagné pour regarder cette série, parce que je pense ni dans le côté cœur accroché, ni dans le côté j'aime bien ces criminels à l'ego surdimensionné. Elle aurait pu se retrouver dans la série, donc tant mieux pour elle, et tant mieux pour vous si éventuellement vous vous arrêtez là. Par contre, si tout ça vous intéresse, foncez, parce que c'est de la bonne cam. Pas mieux. Ouais, allez, on va passer à la partie spoiler. Alors, on va commencer donc par la fin, et tout de suite, c'est est-ce que cette série remplit toutes ses promesses? Je te propose d'enchaîner, David, en fait, parce que tu t'as teasé un truc là. C'est quoi la promesse qu'elle remplit pas, du coup? Ouais, exactement. Ouais. Ok. La série, elle commence comme un whodunit. Structurellement, un whodunit, tu sais que dès le départ, toutes les personnes qui vont être présentées sont des suspects potentiels, ouais. Voilà. Sauf que quand tu découvres qui est le suspect final, c'est-à-dire le véritable coupable, et qu'il est représenté par deux costumes mous assis à l'arrière d'une voiture,
t'as un peu de mal à voir en quoi quand tous les personnages sont tous hyper charismatiques, hyper présents, il y a des enjeux qui sont tellement forts et que les investisseurs sont deux gars lambda. Et en plus, c'est le côté, et c'est en ça où je reviens aussi sur le côté X-Files et Fringe, c'est que c'est des gars en costume qui sont complètement des no-name absolus, des gens comme ça, une espèce de société secrète qui est là au-dessus de ça. Et je trouve que tu as d'abord ces Gangs of London, on te fait la promesse d'une espèce de guerre comme ça, un peu comme Game of Thrones et tout, ou des enjeux politiques et tout, et c'est ce que tu as sur la quasi-totalité, et le rebondissement final, c'est que ah bah non, c'est des investisseurs qui engagent des commandos pour buter tout le monde, quoi. Mais je suis assez d'accord avec toi, mais juste simplement à moitié en fait. Parce que d'un autre côté, je pense que c'est une promesse qui est effectivement... C'est une fausse promesse pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, Manu, tu m'ôtes les mots de la bouche, mais c'est effectivement, il y a un moment dans le pilote où tu penses que la série va aller dans cette direction. Moi, très vite, je me suis rendu compte que, très clairement, l'idée de la série allait de raconter comment ces gens qui font partie du crime organisé et qui manipulent leurs lieutenants, puis leurs sous-lieutenants, puis toutes leurs troupes, en fait, se retrouvent manipulés par des forces qui les dépassent complètement et qui vont limite pouvoir profiter de leurs différents désagréments. Ouais, mais c'est le côté un peu, tu sais, hyper complot, les francs-maçons et tout, et je trouvais ça un peu léger. Ouais, mais tu vois, moi, j'avais maté 15 trailers, je sais pas s'il y en avait eu plusieurs d'ailleurs. Il y en a eu 15. J'avais essayé de rien lire sur le sujet. Et du coup, le premier épisode, le moment où tu finis par te rendre compte que, ok, Elliot, c'est un flic... je me suis dit ok, en fait ils nous ont menti sur la promesse parce que la série ça va pas être ça, tu vois. C'est une infiltration, essayer de monter les échelons, et c'est The Raid 2 en fait pour aller essayer de niquer pour aller niquer faire tomber le plus de gens possible, quoi. Et au final je me sens pas trahi parce que j'ai l'impression que la promo essayait de nous protéger de certains twists. Et du coup assez rapidement je l'ai pas considéré comme un whodunit, et c'est assez tôt dans la série, quasiment au milieu de saison en fait, que tu sais que c'est les investisseurs, ouais, c'est là où je voulais en venir. Et du coup à partir de là, à partir du milieu de saison, ils te disent bon bah c'est pas ça le propos, quoi. C'est pour ça qu'à la fin, le fait que ça soit déjà à partir du moment où ils s'appellent les investisseurs, fait que ce soit des mecs lambda qui vont jusqu'à manipuler la politique. D'ailleurs si on peut avoir une déception post première phase, éventuellement la plus grosse déception c'est l'aspect politique qui est un aspect un peu sous-exploité par rapport à ce qui pourrait l'être. Mais après il n'y a pas les 5 saisons de The Wire, où The Wire tu as les flics saison 1, les docs saison 2, la politique saison 3, l'éducation saison 4, tu vois, et où tu peux essayer de balayer tous les aspects du crime organisé. Mais ouais, du coup ça c'est un peu une déception, mais je me suis pas senti trahi sur une quelconque promesse, parce qu'à partir d'un moment je me suis dit ok, ça va aller jusqu'à... ce qu'on va voir c'est comment Elliot va faire... c'est parcours d'Elliot, quoi. Et du coup on voit le parcours d'Elliot jusqu'à la fin, et clairement c'est lui le héros de la série. Si on part de la fin, le dernier épisode lui est consacré, quoi. Mais je peux comprendre en fait ton analyse, Manu, tout en comprenant en fait d'où vient celle de David, parce que je pense que c'est très humain. Vous m'excuserez la formulation un peu pompeuse, quoi, mais je trouve qu'il y a un côté hyper frustrant dans l'idée de te dire l'ennemi est intangible, l'ennemi est invisible, finalement la révélation n'en est pas une, etc., etc. C'est-à-dire que au final, tout ce que la série te propose par rapport à cette fausse énigme qui est qui a tué Finn Wallace, c'est plus ou moins du vide. Mais ce vide-là, il raconte aussi quelque chose de comment des gens au-dessus de tous ces criminels, manipulent et la politique et les différents gangs. Voire même aussi d'autres choses, parce qu'on peut supposer que si la police est si absente de la série, c'est aussi à cause d'eux. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez intéressantes, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment, un petit peu comme David en fait, totalement avalé en fait la pilule, quoi. Je me disais
Ouais, je comprends ce que vous essayez de me raconter, mais d'un autre côté, je trouve ça hyper effectivement facile, surtout dans le côté société secrète, je te murmure un truc à l'oreille, je te file un passeport et tu peux revenir à la vie normale, tu vois. Bah d'ailleurs, Donc, moi, le fameux élément que je trouve abusé, dont je voulais parler tout à l'heure, quand je parlais de la toute fin, c'est que à partir du moment où tu as des mecs qui font partie des autorités qui sont en train de torturer un gars, c'est pas parce qu'il veut te dire qu'il a l'immunité diplomatique qu'ils vont arrêter de le torturer normalement parce qu'ils ont déjà pas le droit. Très clairement, très Donc, clairement. ils vont pas se mettre à travailler au milieu des lois alors qu'ils sont complètement en dehors. Ça, j'ai trouvé ça un peu facile comme fin en fait. Mais il y a un truc qui apparaît assez rapidement dans les premiers épisodes, c'est que au-delà du qui est responsable, une autre intrigue qui se développe principalement autour du meurtre, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il faisait là en fait, Finn Wallace, qu'est-ce qu'il faisait là et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et là, c'est toute l'intrigue sur le fait qu'il avait des activités secondaires et qu'il voulait changer de vie et qu'il a trahi globalement toute sa famille et que c'était globalement un fils de pute, hein, on va pas se mentir. Et ça a des impacts et ça se développe jusqu'au bout, contrairement au qui l'a fait, parce que le qui l'a fait, il a voulu quitter le truc, donc il s'est fait buter. Et c'est les investisseurs, mais le pourquoi il a des impacts au-delà de ces fameux mecs en costard, il a des impacts dans sa famille qui sont assez importants, des impacts sur Sean, des impacts sur sa femme, voilà, et ça se déroule jusqu'à la scène du cimetière à la fin ou des choses comme ça. Ouais, mais regarde, tu vois la place de parce que Finn a une deuxième femme qui est enceinte. Toute cette intrigue-là, j'ai du mal à la situer. Vraiment, tu pourrais l'écarter du récit. Mais il manque d'autres gens en fait dans cette histoire. Il manque d'autres commanditaires ou d'autres. Et il y a toute la partie sur les Danois. Il y a quelqu'un qui doit être au-dessus, ou il y a un truc. Enfin, il y a une origine aux Danois, quoi. Bah, je pense que c'est les investisseurs, tu vois. Bah, je sais pas, parce que. Ouais, peut-être, ouais. Bah, à moitié, parce qu'en fait, quand ils perdent, j'ai oublié son nom, la femme enceinte, on a l'impression qu'ils sont d'un coup en galère et que en gros ils ont perdu leur ticket de sortie. Alors sont-ils eux aussi manipulés par les investisseurs ou ils ont été engagés par eux, c'est sûr, mais j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas. Est-ce que l'argent est récupéré pour eux? Est-ce qu'ils essaient de le récupérer pour eux? Il y a un peu de flou de ce côté-là. Ouais. Il y a pas mal de flou, je pense, volontairement aussi, pour se laisser de la marge éventuellement à des suites. Mais quand tu vois la manière dont Elliot est, on va dire... convaincu d'agir contre ses principes, on peut imaginer que ces militaires ou anciens militaires danois sont pas juste là comme simples mercenaires en fait, et que peut-être que cette jeune femme enceinte était un moyen de rembourser peut-être des investisseurs, mais aussi d'éventuellement de s'enrichir. Mais effectivement, il y a pas mal de flou là-dedans. Moi, je les ai vraiment traités comme une manière de montrer que ces investisseurs-là avaient les moyens de se payer soit des militaires, soit des anciens militaires, donc une armée privée, effectivement, et des types beaucoup plus efficaces et discrets qu'un gang. Mais d'un autre côté, maintenant qu'on sait qu'ils peuvent retourner... les papiers. Ouais, voilà, c'est ça, potentiellement de détruire toute ta vie, retourner toute une ville, il est possible qu'il y ait effectivement des origines à tout ce groupe-là. D'autant que ce qui est assez bizarre, c'est que dans ce fameux épisode 5, on nous développe deux personnages, donc un couple, et on va revoir la femme, on va revoir ses enfants, la maison où ils habitaient, mais il y a aussi le leader de ce groupe-là, qui je crois est jamais nommé, mais est quand même super important dans le reste du récit, et on sait absolument rien de lui, donc à part que c'est le mec qui dirige le groupe de Danois. Donc effectivement, il y a un petit peu anguille sous roche de ce côté-là. Mais c'est peut-être effectivement un truc à rajouter aux doléances de la série, c'est que cette menace intangible, elle est forcément difficile à mettre en scène. Et j'ai un peu l'impression que plutôt que d'essayer de trouver une nouvelle manière de la raconter, de la présenter, la série de temps en temps choisit la mise en scène la plus explicite possible. Donc c'est l'épisode 5, c'est la brutalité de cet épisode-là, où
les solutions les plus fastoches / évasives en fait. En mode ouais, ta gueule, c'est magique, ta gueule, on est super puissant, on peut faire en sorte qu'un type qui est torturé au milieu d'une station de métro abandonnée puisse repartir tranquille, faire ses bails. Donc, je sais pas, peut-être que la série aurait dû faire un choix vraiment et essayer un peu de mettre le doigt sur qui sont ces investisseurs et comment ils fonctionnent, même si forcément, vu que c'est assez nébuleux, ça donne un résultat qui l'est lui aussi. Et je rebondis d'ailleurs sur un truc que j'ai vu dans une des featurettes qui est proposée sur YouTube sur la série, où Gareth Evans dit que ça l'intéresse pas de faire un commentaire politique. Et je rigole un peu jaune parce que je me dis quand même qu'il y a un vrai commentaire politique là-dedans. Mais peut-être que du coup, effectivement, ça l'intéresse tellement pas qu'il n'a pas pensé à développer la mythologie de cette menace-là, là où au contraire, tous les autres gangs ont une mythologie qui est presque surdéveloppée en fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur petit écran en tout cas. En plus, tous les gangs ont une origine politique quelque part. Donc, Ouais, voilà. Mais c'est pour ça que ça choque de voir un groupe d'individus qui en plus est la menace principale, la menace, enfin l'hyper menace. La menace fantôme. Exact, la menace fantôme. Ne pas être traité quoi. C'est-à-dire vraiment d'être comme ça tout le temps nébuleux et puis apparaître. Enfin, il y a quelque chose d'anticlimatique. Non, mais il y a un côté où tous les gangs qu'on a vus ont un lien avec Londres et on a vu leur partie qui est en lien avec Londres. Et ces personnages-là, c'est clairement une instance supérieure internationale dont on voit une toute petite intervention à Londres et du coup, ça te suggère presque de là que pour eux, c'est du menu frottant ce qu'ils sont en train de faire et que leurs intérêts sont internationaux et pourraient peut-être se décliner dans des gangs of n'importe quelle ville du monde. Tu vois. Ce que j'allais dire, je serais pas étonné que moi, s'il y a d'autres saisons ou des développements de cette série, on ait Gangs of Copenhagen sur comment... Un petit Gangs of Moscou, ça serait stylé. Ouais, voilà, comment des types... le Jaeger Corps, j'ai été vérifié, c'est vraiment les forces spéciales danoises en fait. Donc du coup, imaginez que ces types-là mettent leur service à de richissimes investisseurs, puisque c'est comme ça qu'on les nomme. C'est pas déconnant, mais pour aller faire ce genre de sale boulot, ça demande quand même d'être sacrément bien payé ou de pas avoir peur des risques. Donc est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire à base de au fait on sait où habite votre famille ou une origin story qui développe tout ça, ça serait intéressant peut-être effectivement juste d'aller fouiner quoi. Et Du coup j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot de cet épisode 5. Est-ce que tu voudrais pas mettre un peu les pieds dans le plat David? je trouve que alors je vais citer un autre truc, mais vas-y, cite d'autres trucs. J'adore le principe du fusil de Chekhov, c'est-à-dire qu'il considère qu'à partir du moment où un fusil est dans une scène, il doit donner un coup de feu. Et si quelque chose ne sert pas le récit, si tu peux le retirer, c'est qu'il n'a pas à être là. L'épisode 5, le problème c'est que donc on suit la fuite du gitan qui vient retrouver son fils parce qu'il l'a mis à l'abri. Et ce qui m'a déçu, c'est qu'au final, le fils et le père se font descendre. Et tu t'es dit, mais attends, j'ai regardé un épisode entier qui m'a fait le remake de l'invasion de la maison de Skyfall en mieux pour ça. Beaucoup mieux. Mais oui, mais c'est pas, au final, c'est pas ça eux le que tu propos, suis, c'est l'équipe, quoi. C'est l'équipe danoise et comment t'en arrives à la fin de l'épisode 4, en fait. Oui, non, mais il intègre l'équipe danoise, mais il aurait très bien pu l'intégrer ailleurs dans le récit, quoi. Je suis pas sûr, en fait. C'est comme les Africains qui viennent... tu vois, tu remplaces les Africains qui n'ont pas plus d'intérêt dans le récit, et en plus qui sont un peu sous-traités parce que... au final, eux, ils n'ont pas droit à des scènes d'action grandiloquentes et tout ça, ils sont complètement traités de manière presque pudique, tellement c'est très étrange. C'est-à-dire que les gars, on voit qu'ils attaquent à la machette et tout ça, ça pourrait donner des scènes. Si ça avait été dans les 4 premiers épisodes, tu te dis, les gars, il y a eu de la tripaille dans tous les sens. Là, non, tout d'un coup, tout est fait hors champ. Et alors, ils servent le récit, tu vois, presque plus que les Danois, parce que les Danois sont là comme une espèce d'entité un peu étrange et qui est là pour buter tout le monde. Mais ouais, cet épisode 5, il est à la fois central parce que c'est ce que je dis, dans l'action, tout ça, il est cool. Mais au niveau de l'intrigue, je me suis dit, mais pourquoi tu pouvais pas le raconter en 10 secondes dans un dialogue ou à la fin d'un épisode, t'en fais 5 minutes et c'est tout, quoi. Ah, t'es vraiment trop accro au film et tu regardes pas assez de séries télé. C'est ouais. Parfait dans une série télé, un épisode comme ça. C'est le
C'est l'épisode pépite, tu vois, qui vient se placer à un moment, tu l'attends pas, il est là pour te donner quelque chose de différent. Et c'est une bouffée d'air frais et de balles un peu partout. Non, mais après... Non, mais au départ, tu vois, quand je l'ai vu l'épisode, je me suis dit, ouais, c'est cool, parce que c'est vraiment le propre d'une série que de pouvoir s'offrir un épisode où tu vas traiter un moment annexe du récit. Et ça, je me suis dit, ouais, génial. Par contre, que ça donne rien à la fin, que ça clôture... Mais ça donne pas rien. Ça donne pas grand-chose, quand même. Ça montre quand même que les investisseurs sont capables de cette force frappe-là. Ça donne du background à un personnage qui va être torturé et qui va être récurrent dans l'épisode suivant, qui est lui aussi quelque part une sorte d'exercice de style avec du coup cette chanson Liu qui revient comme un motif au fur et à mesure de l'épisode. Et ça te montre aussi que, comme disait Manu, effectivement, la série peut se permettre des espèces d'apartés créatifs et se donner à fond dans l'action. Là où j'aurais presque tendance à te rejoindre malgré tout, David, c'est que en fait, on nous en donne tellement dans cet épisode-là que j'ai l'impression qu'il n'y en a plus pour la fin de la série ou de la saison. Donc c'est un petit peu dommage. Mais d'un autre côté, mais quel épisode complètement merveilleux, et je trouve qu'il raconte... énormément de choses, en plus d'effectivement, comme le rappelait Manu, conclure de toute façon l'arc du côté des gitans qui sont forcément impliqués malgré eux dans cette affaire. Et par ailleurs, je trouve que l'épisode est d'une cruauté, d'une froideur assez sans pareil. En fait, je trouve que même dans The Raid, où on a des scènes d'exécution et des choses assez brutales dans ce genre-là, je trouve que Gareth Evans n'avait pas encore fait aussi fort, alors que je suis pas sûr qu'il ait autant de temps ni de moyens pour faire cet épisode-là en particulier, même si, bon, au final, c'est une espèce de scène d'action qui dure quasiment 40 minutes, donc bien évidemment qu'il a les moyens de la faire s'il le fait. Mais je sais pas, j'ai trouvé que justement... moi qui suis un petit peu comme toi, David, et qui n'ai pas autant d'expérience sur les séries que peut en avoir Manu, spontanément je me dis waouh, ok, donc la série peut se permettre ce genre d'aparté et d'aller à fond dedans. C'est-à-dire, c'est pas juste un petit exercice de style ou un filler façon l'épisode de la mouche dans Breaking Bad, qui est un épisode que j'adore, mais qui effectivement fonctionne comme ça avec 3 francs 6 sous. Là, très clairement, c'est l'épisode. C'est le principe. C'est le principe. À l'origine. De nos jours, on fait aussi ce genre d'épisode juste parce que effectivement, c'est une respiration, comme tu le disais, Manu, quoi. Et là, c'est l'absence de respiration, j'ai envie de dire, pour le spectateur, mais ça te montre aussi que quelque part, toute cette affaire a des implications, des conséquences qui dépassent complètement Sean Wallace, les Wallace, Londres, etc. Donc moi je trouve que c'est l'épisode qui quelque part te fait comprendre, si tu l'as pas compris avant, et peut-être que effectivement David, toi qui es un spectateur averti, tu l'as compris avant, que on passe dans une nouvelle ère entre guillemets, tu vois, et que effectivement cet assassinat n'était pas juste un simple règlement de compte. Et d'un point de vue esthétique ou juste en termes d'exécution, par ailleurs, cet épisode, il est juste phénoménal. J'adore The Raid et je trouve que les gunfights de The Raid 2 sont assez dingues. Donc là, forcément, j'étais complètement servi. Le côté tactical plus l'espèce d'horreur qui peut se dégager des combats dans les films de Gareth Edwards se retrouve là dans un seul épisode. C'est tout bonnement spectaculaire et également aussi presque... anti-spectaculaire paradoxalement, parce que je trouve l'épisode assez peu ragoûtant, quoi. Enfin, je trouve qu'il m'a vraiment mis mal à l'aise. Il m'a un vrai coup derrière la nuque, quoi. Ah bah, il est cruel, hein. Il est là pour enfoncer le clou sur les gypsies jusqu'au bout, quoi. C'est pour les finir. C'est par eux que ça a commencé, c'est par eux que ça... Enfin, et eux, ils y finissent complètement, quoi. Mais ouais, la cruauté de cette relation... Surtout vis-à-vis du père, qui a vu son camp se faire exterminer, qui s'en sort difficilement. Enfin, ça galère pour arriver jusqu'à son fils, et puis derrière, à la fin de l'épisode, hein, on connaît. Ouais, c'est de la cruauté jusqu'au bout. Et je trouve que c'est assez maîtrisé. Il y a une idée derrière tout cet épisode de surenchère, à la fois dans l'action, mais aussi dans la brutalité, qui vraiment, pour revenir et essayer de te convaincre, David, et revenir à ce que tu disais, pour moi, cette surenchère-là te montre que,
en fait, tous ces gens-là ne sont que des pions, en fait. Tous ces gens-là sont sacrifiables avec d'ailleurs les témoins de toute la région, y compris ce pauvre propriétaire de pub. Parce que moi, j'ai adoré cette scène où le mec débarque et tu penses qu'il y a plein de clients et tu te dis ils vont pas tuer tous ces témoins. Et en fait, tous les clients font partie du commando. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me suis dit, ok, donc les mecs déconnent zéro. Et très clairement, il y a anguille sous roche. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça. Après cette espèce de plan travelling aérien avec drone qui est complètement incroyable. Moi je l'ai dit plusieurs fois dans Actionneur par le passé, mais je trouve que une action maîtrisée elle est presque cartographe en fait. Elle te montre la géographie, voire même la géométrie qui va être utilisée pour le combat qui approche. Là, tu as le temps de le sentir monter. C'est exactement éprouvant, c'est exactement ce genre de plan et de cartographie qui manque dans le dernier tiers de Rogue One. Totalement tu vois, à côté, mais c'est ce qui manque à Rogue One, c'est ce genre de choses en fait. C'est cartographier l'action. Je suis totalement d'accord, mais c'est là que peut-être ils auraient dû prendre l'autre Garef. Mais les deux ensemble, tu vois, pour le coup, l'un pour l'échelle et l'autre pour ce côté un peu clinique, ça aurait pu faire quelque chose de complètement dingue. Mais en tout cas, c'est vrai que tu fais le parallèle avec un blockbuster hollywoodien et qui vient de la plus grosse franchise qui soit, Star Wars. C'est vrai que cet épisode-là met quand même une calotte à tout ce que j'ai vu en termes d'action sur 2020 et peut-être même 2019. Donc on a John Wick 3 qui était quand même assez créatif, mais qui a pas cet impact émotionnel en fait, tu vois. C'est rigolo quelque part, John Wick. Là, comme on n'arrête pas de le répéter, on est dans quelque chose qui te laisse pas indifférent, qui te laisse un peu presque. Si t'as pas l'impression de te prendre toi-même des balles au bout d'un moment, c'est que vraiment, soit c'est pas fait pour toi et tu t'infliges trop de mal, ou soit il y a zéro empathie pour ce que tu es en train de regarder. Et là, je m'inquiète un petit peu pour toi, cher auditeur ou auditrice. Mais enfin, moi, il m'a retourné le bide, quoi, cet épisode, vraiment. Et jusqu'à la fin, sur le ponton, qui est peut-être l'une de mes scènes préférées dans la série, parce que je trouve ça hyper crade, cruel, sadique, tout ce que vous voulez. Le gamin déteste le père, il se retrouve à mourir dans ses bras. Et en même temps, ils savent à ce moment-là qu'ils sont juste, tu vois, la seule personne sur qui ils peuvent compter, c'est le père pour le fils et le fils pour le père, et il n'y aura pas d'autres alliés, et limite, il n'y a pas d'échappatoire possible, parce que à partir du moment où tu vois le ponton, à la manière d'un fusil de Chekhov, tu sais très bien qu'ils n'arriveront jamais au bout, et que le Danois va pas leur laisser une chance. Et je sais pas si c'est dans l'exécution, la mise en scène, je sais plus s'il y a de la musique à ce moment-là, peut-être juste sur la fin. Mais le sound design, même les cris en fait des acteurs, ils sont déchirants. Enfin, moi j'étais pas loin de limite tu vois, de vomir. J'avais vraiment du mal à respirer parce que je trouve que ce qu'il y a dans la mise en scène de Gareth Evans, c'est toujours cette cruauté-là, en fait. C'est-à-dire que ta vie, elle peut être prise comme ça en un instant sur un bout de bois, un morceau de râteau qui traîne, ou les balles d'un MP7 danois qui va t'exécuter de manière la plus professionnelle qui soit. Et si tu as encore le courage de résister après la première rafale... ouais, ou la grenade qui pulvérise et puis le coup de fusil à pompe en pleine tête par la suite dans l'épisode 2, tu vois. Et je trouve qu'il y a un côté... hyper malsain en fait dans cette façon de mettre en scène l'action qui moi en fait du coup me révulse, mais quelque part aussi me fascine, parce que souvent quand on met en scène l'action, y compris la plus incroyable, la plus spectaculaire, soit on est du côté justement du côté forain en fait du cinéma, typiquement on est dans la John Wickerie, c'est rigolo, ou soit on est du côté tu sais plus du côté du pathos, et on essaye de mettre l'emphase sur soit le tueur, soit la victime. Et je trouve que Evans, tout en mettant en scène avec les tics du cinéma hongkongais où les gars vont se prendre 18 balles mais pas mourir, vont sauter d'une pièce à l'autre en tirant avec un gun dans chaque main, enfin des trucs qui fondamentalement n'ont rien à foutre dans une série qui s'appelle Gangs of London quand tu y penses, et ben même avec ces tics là, il arrive à t'amener une espèce de froid clinique, cynique sur le fait qu'en fait si une balle traverse ton cerveau, il va éclater et il n'y aura pas d'issue possible, ni d'empathie possible, ni même de cool possible. C'est juste extrêmement cruel et ça me met extrêmement mal à l'aise. Je sais pas si vous avez le même feeling en fait face à l'action. Dans The Raid, elle est tellement
massive, en fait, il y a tellement de gens qui y passent que ça n'a pas le même impact. En fait, ici, les personnages, vu que c'est une série, on a le temps de s'y attacher, même de les détester, en fait. C'est-à-dire que ces personnages-là, moi, j'avais pas spécialement d'empathie pour eux, mais au moment où ils meurent, il y a une espèce de froideur qui me fait dire que, bah ouais, en fait, effectivement, ta vie peut s'arrêter en un instant et il n'y aura pas des violons derrière pour t'accompagner, quoi. C'est comme la scène du sniper dans l'épisode Ça, 4. Hein. mais ça aussi, tout à fait. C'est l'explosion de tête d'un coup, voilà, ça se joue à rien, quoi. Ça se joue à rien. Et ce qui me fascine dans tout ça, c'est que quand tu écoutes les interviews de Gareth Evans, lui, il dit que il fait jamais de l'action pour faire de l'action et il veut surtout pas qu'elle soit cruelle. Et du coup, moi je me dis comment on peut être à ce point à côté de la plaque. C'est là peut-être qu'en écoutant cette interview, je me suis dit au final peut-être que Gareth Evans est un réalisateur de légende, mais alors déjà de légende, peut-être que c'est un psychopathe, c'est fort, mais peut-être soit est un psychopathe ou soit effectivement il a une vision très très particulière de ce qu'il fait, parce que pour moi son cinéma a toujours été d'une cruauté assez extrême, et même quand on va sur Le Bon Apôtre par exemple, et là je trouve que appliqué à une série c'est encore pire en fait. C'est-à-dire que ça aurait pu être plus léger parce que je sais pas, voilà, c'est la narration un peu sous forme épisodique, on s'attache à beaucoup de personnages, mais il y en a beaucoup, donc beaucoup peuvent mourir, c'est pas grave. Et ben non, je trouve qu'au contraire ça décuple, c'est l'espèce de cruauté inhérente à son style. Et je trouve que c'est une vraie force de la série. Je voulais pas rentrer dans la partie non spoiler pour développer ces détails parce que j'avais peur de citer une scène en particulier. Et pour terminer ce long monologue, c'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est à quel point le réalisateur n'avait pas du tout la même vision de ce qu'il faisait. Mais pour moi, c'est à mon sens, tu vois, une des facettes les plus fascinantes en fait de cette série, que tu l'apprécies ou non, parce que fondamentalement ça ne me fait pas du bien de regarder ces scènes-là, mais je les trouve bluffantes, quoi. Et d'autant plus bluffantes quand je sais que le bonhomme derrière est là, oh non mais pour moi c'est pas cruel. Mais après il joue sur les codes réels de la tragédie, c'est-à-dire que tu sais que dès que tu commences à rentrer dans le récit, tu sais que l'issue sera fatale. Et là, l'issue est fatale, comme une balle qui va te traverser le crâne, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a jamais de mécanisme typiquement, sans doute hollywoodien, mais même qu'on voit aussi dans le cinéma européen ou même des séries, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas toute cette montée en puissance qui te fait comprendre que le gars va y passer cette fois, là, maintenant. C'est-à-dire que tu vois le commando, tu sais qu'il va y passer et il y passe, mais il n'y a jamais de suspense en fait qui est fait autour de ça. Limite, le seul suspense que tu as, c'est quand le fameux sac rempli de C4 tombe d'un étage vers la porte d'entrée, tu vois. Et ça, c'est plus, je dirais, typique de la vibe hongkongaise chez Evans. Mais à côté, si on met ce petit truc-là à côté, je trouve qu'il y a une espèce de fatalité, de cynisme qui est proprement glaçante en fait, et du coup je trouve ça très amusant, pour pas dire en fait proprement flippant, que Gareth Evans lui ne voit pas de cruauté là-dedans. Mais je trouve qu'on retrouve ce genre-là dans le cinéma de Kitano. Alors, cette cruauté comme ça qui est surgissante et qui n'est pas là pour à travers un build-up, et tout d'un coup elle vient te saisir comme elle saisit le spectateur, et il y a cet effet de surprise. Et d'ailleurs dans beaucoup dans les épisodes, il y a toujours une scène, un moment qui vient te rappeler, surtout dans les 4 premiers épisodes, un moment d'horreur, quoi. Le gars qui va sortir le verre du bide. Ah, celui-là il est dégueulasse, hein. Oh, c'est horrible. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment une scène, ça dure 3-4 secondes, t'avais une fuite, t'avais rien demandé surtout. T'as rien après. T'avais rien demandé, ouais. Effectivement, tu te dis, ça va, il boit à la rivière, tranquille, tu vois. Et il y a aussi celui qui est en train de cuire sur les... Ah, c'est horrible ça. Et il y a toujours comme ça un moment donné où tu te dis, il y a une scène coupe-point où tu t'attends pas, où t'as déjà passé par des moments d'horreur, tu te dis, faut que je respire quand même. Et puis il y a le récit qui te dit, ouais, tu vas respirer. Et tout d'un coup, bam, petite pichenette, quoi. Ouais, et en plus ça donne sur tout un tas de phobies ou de malaises très différents en fait. Ça c'est marrant que ça soit le ver de terre qui dégoûte plus quasiment que tous les sévices aux humains qu'on peut avoir dans la série. Moi je vais vous faire une confession. Et puis je crois que David, tu voulais de toute façon parler du côté gore et de la représentation de la violence. Moi j'ai cru que j'allais m'évanouir. Épisode 6,
quand notre agent danoise commence à se lacérer la main pour essayer de sortir des liens. J'ai cru que je sais pas, ce rapport aux mains, tu vois, qui fait que même quand je me coupe, tu sais, je sais pas, je fais la cuisine, je me coupe, ça me blesse toujours plus, ça met toujours plus mal à l'aise que si, je sais pas, je me blesse, je sais rien, en me rasant ou quoi. Comme quoi, c'est vraiment personnel, parce que cette scène m'a pas fait grand-chose, moi. Ah ouais, moi sans doute. De toute façon, j'imagine que le rapport à la violence est toujours très personnel, mais j'ai vraiment, tu sais, ça appuie toujours un peu plus avec le cadre qui est sur son poignet, et, sachant que tu sais que ses pieds sont déjà lacérés, puis tu sais, au fur et à mesure des scènes, son visage qui se dégrade de plus en plus. Genre, j'étais là, genre, par contre, les gars, j'en peux plus, et limite, du coup, cette fameuse chanson qui revient. Genre, je l'entendais et moi-même, je savais que j'allais prendre cher, tu vois. Il faudrait apprendre à Michel Ferlet à mettre en boucle une seule chanson plutôt que de la mettre à la suite. Mais tu vois, moi, ce qui est marrant, c'est que cette scène m'a pas fait grand-chose. Ce qui m'a fait beaucoup plus mal, par exemple, alors que visuellement, c'est pas du tout violent. Enfin, dans la violence visuelle, c'est plus psychologique. C'est le mec qui se fait emmurer dans son poteau dès que tu le vois attaché dans le futur coffrage, tu sais comment il va finir. Et ça, tu vois, c'est un truc depuis que j'étais gamin et que j'ai vu L'Arme Fatale 2, se faire couler dans du béton, tu vois, c'est un peu, ça me met mal à l'aise. Effectivement. Donc là aussi, c'est très personnel, mais je t'avouerai que je mettrais sans doute cette scène dans mon top des moments les plus de la série. Surtout qu'elle est complètement gratuite, hein, cette scène. Ah bah, c'est juste pour montrer la cruauté du gars, mais elle est hyper gratuite. Hein. Il aurait très bien pu ne jamais la mettre. Bah, en fait, c'est ça qui est assez étrange, et on parlait de promesses qui sont non tenues par la suite, c'est qu'effectivement, ce gang africain, alors peut-être que, je sais pas, il est trop proche d'une représentation, on va dire, enfin, je sais pas, de quelque chose de réel, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, bon, on en a de nos jours, des attaques au couteau, à la machette, etc. Je veux dire, ça s'est vu, mais c'est assez étrange, en fait, que la série n'ait pas essayé. Alors, c'était peut-être sur des cibles civiles, donc ils voulaient pas aller à ce point dans le sadisme, mais c'est vrai que du coup, quand on t'introduit le personnage, on te dit, ok, lui, quand il va débarquer dans les rues de Londres, il y en a qui vont passer un sale quart d'heure. Mais c'est vrai. Fait marrer quand ils s'amènent, ils disent ils nous prennent pour des sauvages, et ils enchaînent en massacrant des gens à la machette. Ouais, moi aussi j'étais un petit peu mal à l'aise. Peut-être que vous êtes un peu sauvage dans l'histoire. Ah, je suis pas sûr, les gars. Mais ouais, tout à fait, Manu, bonne remarque. Même si le coup du petit chien était parfait, quoi. Mais ça, je l'ai vu venir à 1000 lieues, ça, par contre. Ah, mais ça, c'est ton expérience. Ah, c'est logique. C'est juste, tu sais qu'elle va voir la boîte. Tu sais que le plot twist, c'est que ça va être le chien. Ah, bah, moi, je suis pas si bon. Moi non plus, je voyais des mains à la place. J'étais encore traumatisé, sans doute. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cet épisode 7, t'as l'impression que tout le budget hémoglobine avait été claqué, parce que tu vois rien. C'est quand même le seul épisode où tout d'un coup t'as l'impression qu'ils découvrent la pudeur, quoi. Mais c'est marrant parce que ils font une, on va dire une contre Daredevil, ils font une scène de couloir où toute la violence se déroule en dehors du couloir. Ouais. Et du coup tu vois que le couloir, et la violence elle se déroule dans les pièces. Tu vois juste les gens ressortir avec leurs mains coupées éventuellement, mais même pas de bain de sang ou de choses comme ça. Il y a des gens qui passent de temps en temps, tu te dis bon là ils vont mettre coup de machette dans la gueule, et non, ils les laissent en fait, ils ont juste coupé les mains et tout. Là je pense qu'ils jouent clairement avec nous là-dessus sur notre attente, et ils nous coque-bloquent, on va dire, tu vois. Ouais, effectivement, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Je sais pas s'il y avait aussi une envie, tu vois, d'éviter tu vois, le cliché, mais pour le coup je trouve qu'il tombe quand même en plein dedans, donc c'est dommage. Et même au sein de cet épisode, pour aller vers une autre scène, l'attaque sur les locaux de Lorle. Genre, tu t'attends à ce que ça soit une putain de scène de firefight complètement dingue, et en fait, le drone, enfin la caméra du drone se transforme en un écran, et en fait, on la voit à travers les yeux. Bah voilà, je crois que c'est Asif, le nom du personnage, à travers les yeux d'Asif. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'étais un petit peu déçu parce que, encore une fois, j'étais là, ah ouais, ça raconte quelque chose, ça aussi, ça surprend, ça détourne un petit peu nos attentes. Mais d'un autre côté, quand la série t'a montré que la violence entre les gangs, ça pouvait très très vite partir en cacahuète,
tu te dis, quand tu vois tous les mecs armés, que tu vois les vannes noires arriver, qu'il y a un drone et tout, tu te dis ok, ils ont engagé des types plutôt efficaces dans ce qu'ils font. Je trouvais aussi que le décor de ce grand entrepôt bourré de fleurs et de végétation aurait pu donner un truc esthétiquement assez cool. D'ailleurs, quand on a les conséquences de cette attaque et qu'on a tous les corps qui se mélangent aux pétales de fleurs et tout, je trouvais que c'était très joli. Elle est encore aussi très japanisant presque en fait dans l'esthétique, mais du coup c'est dommage, mais d'un autre côté, effectivement, comme disait David, Xavier, Jean, on lui dit, on lui demande sans doute de faire autre chose, et peut-être qu'il n'a pas non plus ni les ressources, ni en fait l'envie de mettre en scène l'action dans ce côté ultra viscéral, parce que j'en ai pour preuve par exemple la façon dont il représente Londres, qui est très différente de la façon dont Londres est représentée par les 2 premiers réalisateurs qui eux sont britanniques. J'ai l'impression qu'à partir de l'épisode c'est 7 et 8 du coup 6, 7 et 8 de 6, 7 et 8 ouais. Du coup à partir de l'épisode 6 il me semble que t'es beaucoup plus sur la skyline de la city, sur des balcons. Je trouve qu'on insiste d'un coup beaucoup plus sur Londres. Et j'ai un pote qui vit là-bas et qui m'a dit effectivement au final ce qu'on reconnaît le mieux de la ville, c'est beaucoup plus la campagne dans les épisodes ou les scènes qui se passent là-bas que Londres elle-même, parce que ça se limite à quelques morceaux de la ville, et bien sûr dans une version fantasmée de celle-ci, même si j'ai regardé, je vais pas vous les citer là, mais il y a 6 ou 7 quartiers quand même dans lesquels ils ont posé leur caméra, donc c'est pas comme s'ils avaient tourné dans une autre ville non plus. Mais c'est vrai que à partir de l'épisode 6, je trouve que et dans la violence et dans la façon de représenter cette cité, si j'ose dire, on change un peu d'approche. Mais c'est pas plus mal. Après, si je peux me permettre de rebondir sur l'attaque sur le QG de l'allée, il y a un intérêt narratif pour moi à ne pas montrer le fight. C'est laisser l'incertitude sur son statut à elle. C'est-à-dire que s'ils avaient montré l'attaque et ce qui lui est arrivé pendant l'attaque, soit elle se prend clairement une balle ou elle se fait défoncer et du coup là il n'y a pas de doute, soit tu la vois pas se faire défoncer et du coup tu dis bon ok elle est encore là. Alors que là tu pénètres en même temps que la caméra dans l'après et tu découvres son sort. Ah mais t'aurais pu couper au dernier moment Manu. Tu le sais. Je trouve un peu abusé parce qu'il y ait que elle dans l'histoire qui survive, je trouve ça un petit peu facile. Tu vois. Ouais, de ouf. Ça fait un peu, pour moi, ça fait partie des shortcuts de deuxième partie de saison que je trouve un peu dommage. Mais voilà, j'y voyais cet intérêt narratif. C'est de laisser un peu l'incertitude sur le perso, quoi. Mais surtout que dans cet épisode, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas s'offrir le luxe d'avoir une scène d'action de 20 ou 30 minutes, quoi. Mais en fait, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que je suis d'accord avec vous, mais j'arrive pas à me convaincre. C'est-à-dire que je me dis, moi, tu m'offres les 4 premiers épisodes, puis un 5e épisode en forme d'exercice de style qui est tourné sur l'action. Je me dis, ok, on y va crescendo, quoi. Je m'attends pas à ce que l'action ralentisse dans les épisodes suivants, même si au final ça raconte quelque chose, c'est-à-dire que les événements les dépassent jusqu'à l'explosion de cette tour, etc. Et que de plus en plus leurs moyens sont limités et qu'on peut pas se retrouver sur le parking du coin, comme on le fait d'ailleurs souvent dans les épisodes de Peaky Blinders, où au bout d'un moment les mecs sont là. Bon, on a essayé de s'assassiner comme ça à droite à gauche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre des armes, on va se retrouver dans telle rue et on va se dégommer. Bon, après, c'est peut-être plus typique des gangs à l'ancienne, j'ai envie de dire, que des gangs de nos jours qui font ça peut-être plus discrètement. Mais ouais, je sais pas. Du coup, c'est aussi l'une des promesses qui est un petit peu transformée, parce que je dirais pas qu'elle est pas tenue. Il y a toujours de la violence, toujours de l'action, des moments forts, etc. Il y en a plein, et même sans castagne. Mais c'est vrai que c'est la formule en fait de Gangs of London qui évolue un petit peu en cours de route, et je trouve ça dommage. Et comme disait Manu, peut-être que avec plus d'épisodes, t'aurais justement pu te développer certains concepts en plus de t'offrir quelques minutes pour faire des scènes d'action supplémentaires. Après, il y a peut-être juste aussi une question de budget, puisque c'est une série Sky Original, etc., etc. Mais ça se ressent pas trop jusqu'à ces épisodes-là, je trouve. Au passage, on parlait du gang de Mossy tout à l'heure. Je tenais à professer mon amour pour Luan, personnage que j'adore dans cette série. On le voit pas assez, je trouve. Ah ouais, t'as kiffé ce perso? Ouais, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien. Mais après, je trouve que tous les chefs de gang, en tout cas ceux qu'on a l'occasion de voir développer, ils sont tous très bien. Hein. Ouais. Le qui est joué par Narges Rachidi, je sais pas comment, je m'excuse pour cette prononciation sans doute imblairable, mais je l'ai trouvé vraiment superbe, quoi.
Genre, même si la backstory est un peu expédiée dans dans un flashback un peu en mode alors elle a un passé très très sombre, oui effectivement, mais je l'ai trouvé vraiment vraiment bien. Mais effectivement le chef de l'autre gang est assez cool aussi, et il y a la question, j'en profite pour embrayer, sauf si tu voulais réagir sur un truc, Non, vas-y. David, mais je voulais justement embrayer sur la question des personnages féminins en fait, parce que j'ai trouvé que pour une série criminelle, il y avait quand même une part assez importante du show qui leur a été dédiée, et pas dans des rôles dans lesquels on a l'habitude de les retrouver d'habitude. Ça fait beaucoup d'habitude, mais effectivement, vous voyez ce que je veux dire, ils ont réussi un peu à subvertir un petit peu les attentes et les clichés qu'on a de ce côté-là. Mais d'ailleurs, jusque dans la fin, bien sûr. Dans l'un des derniers meurtres où tu te dis c'est la fille la plus gentillette du lot qui semble être victime de sa famille, et tout d'un coup elle se révèle complètement à l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'elle est aussi cruelle que les autres, voire plus que son frère. On sait pas trop ce qu'elle a fait de son mari, on va dire. Non. Par contre, on sait ce qu'elle a fait de la femme flic. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur ce qu'elle a fait de son mari, mais oui, effectivement. la forme. C'était rhétorique, Manu. Mais non, mais complètement. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai pas trop remarqué au début parce que elles sont un peu dans l'arrière-plan. Tu vois, dans les réunions familiales, comme tu as l'habitude de les voir dans un Sons of ou dans un Peaky Blinders. Mais plus la série avance et plus elles prennent de l'importance. Alors, je crois que la série a au moins 2 scénaristes qui sont des femmes. Donc peut-être que ça tient aussi à ça, et peut-être que les épisodes où on les voit plus rayonner sont ces épisodes-là, mais à vérifier. J'ai pas fait la vérification moi-même. Je crois que c'est l'épisode 6 ou 7, c'est un des épisodes de Xavier Jean. Ouais, typiquement l'épisode 6 taille la part belle à Marianne, Michelle Fairley. Donc, et te permet de comprendre un peu plus ses motivations, même si au final, moi j'avais tendance à considérer que le personnage était plus intéressant quand il était mystérieux. Et d'un coup, quand on te dit, ouais, voilà, en fait, elle est super, elle aussi, elle est complètement psychopathe sur les bords, elle a sa propre armée, etc. Après, c'est aussi intéressant, c'est un jeu de pouvoir au sein de la famille qui ramène encore une fois à Game of Thrones, comme tu le disais, David. C'est-à-dire que c'est la maman qui dit à son fils, tu venges mon mari, puis au final, le mari mérite peut-être pas d'être vengé, puis au final, le fils, il a peut-être des doutes, donc je vais faire les choses moi-même, et pourquoi pas, quoi. Donc, il y a pas mal de personnages féminins. Après, et j'ai trouvé que la plupart sont assez cool, quoi. Mais on le retrouve déjà dans The Raid 2, pardon, je reprends Manu. Et avec le personnage de Julie Estelle, c'est déjà chez Gareth Evans. D'ailleurs, personne n'a pensé à Julie Estelle pour la série, genre, parce que moi je me suis dit à un moment on va avoir un gang d'Indonésiens. Ouais, ou mais elle est pas française aussi, hein, si. Donc je me suis dit on va la voir, tu sais, juste en caméo. Et puis il y a aussi ce moment où pas Finn, Sean appelle son homme de main qui apparemment est un type foncièrement dangereux. Je me suis dit on va voir un personnage ou au moins un acteur de The Raid, mais pas du tout. On a vu un gars chelou avec des lunettes de serial killer, mais effectivement ce n'était pas quelqu'un de The Raid. Et j'ai coupé Manu pour faire cette blague, donc je vais lui rendre la parole. Non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que le personnage de Marianne est un peu construit sur un squelette un peu vu et revu. Alors c'est un peu Catelyn Starkien, quoi. Ouais. Forcément, il y a un peu de Catelyn Stark, mais non, que ce soit Polly dans Peaky Blinders ou Gemma dans Sons of Anarchy. Il y a un truc de matriarche de gang, tu vois, qui est un peu cliché, qu'on retrouve souvent, mais du fait qu'il y a beaucoup moins de personnages féminins que de personnages masculins, et que du coup les archétypes sont moins déclinés et moins renouvelés. Forcément, les personnages se retrouvent un peu de série en série. Et je trouve que... je sais pas, du coup, vous avez maté Peaky Blinders ou pas ? Oui, ouais, tout à fait. Le personnage de Polly, tu vois, j'en ai retrouvé un peu. Polly étant un peu plus conne, on va dire. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ce cliché a besoin d'être renouvelé un peu, mais ça nécessitera un peu plus de personnages féminins. Mais par exemple, la Leu, ce qu'elle amène par rapport au le rapport qu'elle entretient avec son pays, la cause qu'elle défend, c'est des choses qui, moi, m'ont paru plus originales. Après, c'est vrai qu'effectivement...
j'allais dire Caitlyn, Marianne est enfermée un peu dans un cliché beaucoup plus, enfin peut-être pas un cliché, mais en tout cas un archétype beaucoup plus commun, quoi. Après, son personnage de Lalo tombe dans un cliché plus hollywoodien sur la fin de la série qui est un peu décevant, mais Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. mais bon, passons là-dessus. Mais la tension sexuelle était palpable entre les deux, il fallait la consommer, visiblement. Ça me paraissait pas nécessaire. Moi non plus. J'essaie de me convaincre à voix haute. Excusez-moi, chers auditeurs et auditrices. Et vu qu'on était toujours en train de parler de la fin, enfin même si on a beaucoup arrivé, que dire des pistes qu'ils ouvriraient pour une saison 2, tu vois? C'est-à-dire que t'as vraiment les dernières scènes, il y a beaucoup d'espace où tu te dis, les gars, ils se préparent une saison 2 où ils peuvent pas l'appeler Gangs of London parce que des gangs, il y en a plus de... Il y en a plus Si, tous. Il y a les Albanais, il y a aussi... Il y en a ceux plein, qu'on- puis il y en a plein qu'on n'a pas vu, mais C'est ça, ouais. qui sont introduits dans le premier épisode, quoi, à la fameuse table des gangs. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fait, les promesses, il y en a aucune qui m'a intéressé. C'est-à-dire que elles ont du sens dans la façon dont elles sont amenées, forcément par rapport à ce qui se passe dans cet épisode et tous les épisodes précédents. Mais d'un autre côté, et notamment le personnage de Marianne qui revient en toute fin de série, Non, ouais, ça c'est nul, ça. j'ai été un peu j'étais un peu circonspect, quoi. Je me disais, bon, alors du coup, Elliot, ok, on va avoir c'est Shannon, je crois, donc qui a tué la flic. On va avoir du coup Marianne qui survit, les Le père investisseurs, Le père du maire, enfin, du Pakistanais, vas-y. le maire pakistanais qui vient de découvrir que son fils est mort, d'ailleurs salement. Ça d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont enlevé cette carte. Ben, je sais pas non plus. Parce que moi, je trouvais ça super intéressant, en fait, que, en plus de faire écho au maire actuel de Londres, mais parce que c'est très clairement, à mon avis, est très clairement inspiré pas de son histoire, parce que je doute que son père dirige un cartel, mais je trouvais C'est juste la vengeance de Laleh qui est exaucée. Ouais, mais je sais pas. Je trouvais qu'en fait, si tu veux, compléter cet arc ne valait pas ce que permettrait de faire un tel personnage dans une saison suivante. Surtout dans une série qui a l'air de se diriger vers criminels versus investisseurs qui, de toute évidence, ont quelques billes placées dans la politique, quoi. Ça aurait pu être intéressant de le voir se débarrasser de son père pour retrouver des gens qui, finalement, sont potentiellement pires. Donc, pour répondre très brièvement, David, il n'y a aucune des promesses qui ont été développées en toute fin de série m'intéresse. Et j'en discutais avec un pote, Thomas, que je salue, et qui est justement ce pote qui habite à Londres. Au final, on se disait qu'on serait presque plus intéressé par une sorte de préquel sur Sean Wallace et sur Ed qui montent leur empire et qui du coup pourrait s'appeler Gangs of London et se passer quelques années avant, quoi. Et j'adore les deux acteurs en plus, donc ça tombe bien. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est vrai que là, la promesse, elle tient sur ces fameux investisseurs, et vu que les investisseurs, c'est nul, et ben voilà. Donc faut j'avais faire un raison préquel. depuis le début. 1h30 de podcast, voilà, c'est emballé. David, laisse Manu Non, te c'est convaincre. c'est Laisse trop Manu te tard, là. convaincre. J'ai dit que j'avais raison, donc... Ok. Non, mais non, moi, vous partez du principe, de l'idée d'une suite. Pour moi, il n'y a pas à avoir de suite, en fait. Tu vois, c'est une fin, tout n'est pas bouclé, mais... Oui, mais tu vois, il clôture quand même avec plein de portes ouvertes, et puis les portes ouvertes, elles sont clignotantes. Hein. Ouais, je pense que s'il y avait pas le retour de Marianne, j'aurais pu considérer ça comme une fin où potentiellement, si quelqu'un les rappelle dans quelques mois, ils peuvent continuer, mais c'est pas leur intention. Là, très clairement, il y a trop de petits cailloux qui sont semés pour qu'ils n'aient pas l'intention de faire une saison 2. Tu vois, je sais pas. Moi, c'est un peu regardez, ça c'est l'état final, voilà. Mais c'est un peu mon espoir de pas avoir de saison 2, tout simplement, mais... Vous voulez aborder d'autres points avant qu'on clôture le podcast? On n'a pas parlé d'acteurs en particulier, si on a parlé de Joe Cole. Ouais, j'ai on a parlé de Joe mentionné, Cole. mais- C'est vrai que on n'a pas vraiment parlé de Sopé d'Irissou. Que j'ai trouvé C'est exceptionnel. le nouveau Idris Elba. Je sais pas. Déjà parce que c'est raciste de dire c'est une nouvelle Elba parce qu'il est noir. Non, c'est pour le charisme qu'il a. Ouais, mais moi, tu vois, quand t'as posé la question, enfin quand t'as dit que t'allais poser la question, je trouve qu'il a un côté plus calme que Idris Elba, tu vois. C'est-à-dire que Idris Elba, peu importe le rôle qu'il joue, il dégage un truc.
T'as l'impression que c'est tout le temps nerveux, en fait. T'as l'impression qu'à tout moment, il peut venir t'éclater la gueule s'il veut. Et ça fait presque partie de son charisme, en fait, ce truc-là. Là où putain, comment il s'appelle, du coup ? Sopé. Irisu, non ? Ouais, c'est ça, Sopé Ça. Tiris. Et il arrive à avoir un calme. Enfin, oui, il arrive à passer de scènes où il est presque passif, tu vois. Il est dans le calme total et d'un seul coup, ça part dans la baston. Il a plus un côté Chad Coleman, tu vois. Je sais pas si t'as maté The Wire. Chad Coleman en saison 4 qui joue l'ex-gangster patron chef du truc de boxe là. Ouais. Il a ce côté force tranquille où par contre tu sais qu'il faut pas le chercher quoi. Ouais. Il me fait un peu penser à lui dans l'idée. D'ailleurs dans la même saison 4 le mec qui joue, je sais plus comment il s'appelle, Chris Marlowe, mais je me rappelle plus du nom de l'acteur, qui est un des gangsters de la saison 4 de The Wire. Il a ce petit côté là aussi. Mais je sais pas, faudrait le voir dans d'autres rôles après pour savoir s'il a la potentialité d'être un Idris Elba dans l'avenir, on sait jamais. Il a joué dans Blanche-Neige et le Chasseur, enfin dans la suite. Ah ouais ? J'en ai vu aucun de ces deux-là, moi. Mais c'était vraiment un tout petit rôle en mode, il faisait partie d'une espèce de commando là, d'archer, de guerrier. Enfin, c'était vraiment hyper limité, mais moi je trouve qu'il a un charisme assez écrasant et il a une présence assez différente d'Idris Elba. Il est plus, je trouve même dans son accent, etc. Il est très il est assez fascinant, mais effectivement, il y a un côté plus tranquille, moins bouillonnant, même si c'est ce que son personnage d'Elliot représente pas mal dans la série. Je le verrais incarner tout type de personnage. Et puis, il me semble qu'il est encore plus balèze qu'Idris Elba. En tout cas, dans la série, il paraît extrêmement carafe. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Avant que tu passes sur un autre acteur, Gareth Evans, dans un podcast, disait que Sopé n'était pas un combattant et qu'il avait été un peu formé comme Julie Estelle et qu'ils avaient été complètement subjugués par le fait que au bout de quelques heures de jeu, il était considéré comme un combattant, enfin comme un cascadeur du même niveau que les autres, et que c'est quand après il est repassé dans le mode acting que tout d'un coup ils se sont dit mais merde, ce gars c'est aussi un excellent acteur quoi. Et mec, la scène du hachoir dans l'épisode 1, ce combat il est incroyable. Ce moment où à tout moment il se raccroche à la vie et tout peut basculer n'importe comment. J'aimerais bien d'ailleurs, je sais pas s'il y a un b-roll de cette scène, j'avoue qu'elle avait maté des bonus sur YouTube ou autre. J'aimerais bien voir comment elle était tournée. T'as une featurette sur l'action où t'as cette scène et d'ailleurs on voit comment il s'entraîne en fait et comment les scènes sont construites. Pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas comment Gareth Evans ou se demandent comment il procède, en fait il tourne tout dans une espèce de gymnase où tous les décors sont figurés par des trucs un peu mous. Donc typiquement la scène du pub, le comptoir, c'est une espèce de gros tapis qui est posé comme ça sur le côté. Ils refont tout comme ça et en fait ils filment tout, ils montent tout et ensuite ils impriment sous forme un peu de storyboard et ils refont tout en direct dans les conditions en fait du décor, et sachant que j'ai l'impression, même si c'est pas très clair dans la featurette, que Gareth fait le montage, alors pas en temps réel parce que c'est pas possible, mais entre deux prises quoi, pour vérifier que ça fonctionne comme ça fonctionnait dans le gymnase, et il se contente pas juste tu vois de refilmer dans un autre décor. Donc il y a forcément des trucs qui à mon avis doivent être adaptés, et donc effectivement moi je savais pas je me doutais qu'il avait fait ses cascades lui-même parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuts qui permettraient de cacher un cascadeur il me semble, mais je suis assez impressionné de savoir qu'il n'a fait ça qu'en quelques jours auprès d'un mec comme je crois que c'est Jude Poyer, l'action designer, je crois qu'ils disent action designer carrément sur Gangs of London, qui me semble a travaillé sur les autres films de Gareth Evans aussi. De toute façon c'est son crew habituel puisque la série est co-créée par Matt Flomery qui est le directeur photo de ces films il me semble. Mais l'épisode 1 entre la scène du hachoir et la scène du bar fight, incroyable. La scène du... c'est vrai que c'est dans le même épisode. Le bar fight, quand il sort et que du coup t'as une course-poursuite, que Elliot saute par-dessus un mur et du coup la caméra elle le suit, elle saute par-dessus le mur, après il va descendre une gouttière et tout. Tout ça c'est fluide, tout s'enchaîne super bien. Je trouve ça incroyablement filmé.
Et, Puis la fléchette. et la fléchette. Oui. Non, mais ouais, cette première scène d'action m'avait mis bien dans le bain, en tout cas. Moi, j'ai une pensée pour ce pauvre monsieur qui prend un cendrier en verre dans la bouche d'entrée de jeu, quoi. Lui, il avait rien demandé, il était juste là, il s'est pris un cendrier dans la bouche. Allez, tais-toi. Mais c'est deux scènes que j'ai mis dans mon top 5 des scènes d'action de la série. Les deux de l'épisode 1, je trouve assez ouf. Ouais, ça emmène tout de suite le niveau de la série très très haut, quoi. Parce qu'en plus, moi je sais que ça faisait un bout de temps comme David que je suivais le projet et que tu avais 2-3 des déclarations assez discrètes d'Evans qui de base est de toute façon un mec assez discret. Et ouais, on va essayer de faire ce qu'on a fait sur The Raid, mais à l'échelle d'une série et tout. Et tu disais genre, ok, je vois pas en quoi c'est possible, mais waouh, il a tenu parole sur ce point, quoi. Épisode 5 ou épisode 1 dans les préférences? Ils servent deux objectifs bien distincts, mais je trouve que C'est l'épisode... deux faces d'une même pièce, c'est un peu compliqué. Mais l'épisode 1 en tant que pilote, c'est... Bon, il dure 1h30, donc c'est quasiment un film, quoi, mais... Enfin, c'est même un film, mais... Moi, je trouve c'est une dinguerie, quoi. Et je sais que, par exemple, quand t'as toute l'introduction du personnage d'Elliot auprès de Sean, etc., je me dis waouh, stylé, on va suivre un mec, tu vois, qui a vraiment les dents longues, qui est un bon combattant. Donc là on va retrouver limite ce qui était teasé sur la toute fin de The Raid 2 avec du coup le personnage de Iko Uwais qui pourrait presque devenir chef de gang malgré lui en ayant tarassé tous les autres chefs de gang. Et les gens savent pas encore qu'il est flic. Mais bizarrement je me suis arrêté à ce que je viens de dire avant, c'est à dire que l'idée qu'il soit flic ne m'a absolument pas traversé la tête. Et au moment où il y a cette voiture qui se gare après la fameuse scène du hachoir, donc déjà j'en pouvais plus, et puis je vois la voiture et je fais ah mais oui, mais c'est évident, parce que Gareth Evans, tu retrouves toutes ses obsessions au cours de la série et notamment dans ce premier épisode qui d'entrée de jeu installe un tas de choses qu'il aime faire. Donc quelque part c'est pas surprenant en fait qu'il soit là, mais moi ça m'a tout de suite, tu vois, genre chamboulé en fait, c'est-à-dire j'étais déjà chaud pour la série et en voyant ça je me suis dit ah ok, c'est ça en fait la série, ah mais du coup j'ai encore plus envie de voir, alors que c'est pas forcément original, tu vois, qu'il y ait un agent infiltré au sein d'un gang, mais j'ai beaucoup apprécié ça et je crois d'ailleurs que c'est très renseigné et que la série a été écrite en partie avec des consultants qui ont fait de l'infiltration comme ça dans des gangs pendant très longtemps, etc. D'ailleurs je crois que c'est l'un des trucs les plus sous-exploités par rapport au potentiel dans la série, c'est le deuxième infiltré. Je trouve que c'était une super bonne idée. J'ai beaucoup aimé ce qui a été fait, mais je pense qu'ils auraient pu en faire plus. Le coup de la perceuse, il m'a pas mis bien. Ah ouais, si on peut arrêter de remuer le forêt dans la gorge. Putain, les mecs, ils ont vraiment besoin de percer des gens dans cette série ou de les découper, je sais pas, mais... Ouais, ils aiment ça. Et surtout qu'on était passé sur des épisodes qui étaient beaucoup plus calmes, et tout d'un coup tu vois cette scène, tu fais ah ça y est, c'est l'épisode 8 je crois qui se fait 7 ou 8, je crois que c'est le 8. Ouais c'est ça, c'est le 8 hein. Ah, c'est la fin du 8 ouais. Parce que le 7 t'avais vu tout en hors-champ, tu te dis bon bah d'accord, ils font tout maintenant, ils montrent plus rien, et là tout d'un coup tu vois ce truc, tu fais waouh vache, il s'agicle là. Et dans cet épisode là aussi il y a la mini scène de Luan qui s'échappe et qui bute tout le gang de Mossy dans le bureau du coup, enfin ou dans une chambre d'hôtel, je sais plus. Celle-là elle est bien, ouais. Celle-là elle est Elle est super pas mal. cool. Et moi j'aime beaucoup encore une fois le rôle féminin qui lui est associé avec sa femme qui est en mode non mais t'inquiète, là il y a plein de places maintenant, on peut prendre la place des mecs qui sont morts, et lui tu sais il est en train encore de trouver son souffle, tu sais, en mode genre je sais pas si tu viens de t'en rendre compte mais je viens de dégommer des types hyper vénères avec des machettes. Surtout il pensait qu'il allait prendre très très cher. Ouais très clairement. Bon et on va finir par les scènes préférées. Tiens Manu. J'en cite plusieurs du coup. Ouais vas-y, cite-en plusieurs. Vas-y, mitraille. Je m'étais fait petit, on a parlé de tout à peu près, mais pas forcément dans le détail. Je m'étais fait un top 5, pas forcément dans l'ordre. Alors j'avais noté épisode 1, la machette et le bar fight. Parce que c'est deux des plus grosses scènes de la série pour moi. Elles sont assez fortes. Ce n'est pas un bar, c'est un pub. Ouais, pub fight. Et dans l'épisode 2, l'attaque du Pub camp, fight. que je trouve stylé. Épisode 5, l'attaque de la maison. L'attaque de la maison, je m'attendais pas à cette ampleur en fait. Je m'attendais à ce qu'il se fasse dégommer assez rapidement et l'ampleur que prend En fait, la quand scène, les volets métalliques tombent, ouais. tu comprends que tu c'est fais, pas dans n'importe quelle maison. Et là, tu te dis, bon, du coup, il va y avoir des meurtrières. Et oui, il y a des meurtrières.
Et ouais, assez stylé, assez intense cette scène. J'avais noté la scène du sniper dans l'épisode 4, parce que comme Sean, je m'attendais pas à ce que ça vire comme ça, quoi. Et puis c'est assez compliqué, quoi, de s'en sortir de cette scène si t'as du dégommage bien en règle. Après, c'est hyper pratique scénaristiquement pour Elliot, parce que plus personne sait qu'il est flic, enfin plus personne de vivant sait qu'il est flic à ce moment-là. Mais moi j'aime bien ça dans la série, c'est que souvent il y a des espèces d'incidents pratiques, mais je me dis dans la vraie vie ça doit arriver. Tu vois, typiquement le virement programmé par Finn Wallace qui est mort et qui tombe 15 jours plus tard. Tu vois, je me dis, ouais, effectivement, des fois ça doit arriver, tu vois, genre un mec qui est mort et qui se verse tous les jours de l'argent sur. Enfin, là, c'est pas tous les jours, mais du coup, tu vois, il y a des accidents comme ça que tu peux pas prévoir, en fait. Enfin, j'imagine que le crime organisé, comme son nom l'indique, c'est organisé, mais que tout n'est pas non plus prévu à l'avance. Les mecs sont pas devins, quoi. Donc, ces espèces de facilités scénaristiques, je les trouve presque amusantes par moment, quoi. Ouais. Et si, il y a la scène de Luan aussi, de l'allée, Luan, on en a parlé justement, mais la scène de l'allée, l'origin story de l'allée, en fait, qui dégomme tout le monde et qui finit par trouver son mec en train de cramer, c'est assez fort et assez hardcore. Mais j'ai trouvé assez sympa cette scène. Thibaut, t'en as d'autres ? Ouais, bah du coup j'avais essayé de pencher au-delà de l'action, parce que bien évidemment j'ai bien aimé tout ce qu'a cité Manu, mais en fait moi il y a une scène que j'ai trouvé super marquante et qui se trouve dans le dernier épisode en fait. C'est la confrontation entre Alex et Sean. Déjà parce que je trouve que les deux acteurs, Joe Cole et Papa Essiedou, qui jouait dans une... je crois qu'il a reçu pas mal les honneurs en Angleterre parce qu'il me semble qu'il a fait une pièce shakespearienne justement, et, pour laquelle il s'est fait pas mal connaître et reconnaître. Mais du coup, j'ai vraiment bien aimé la façon dont se déroule la scène, le fait qu'il ait réussi à rentrer avec un flingue, qui braque du coup celui qui est une sorte de frère, qu'ils veuillent tous les deux se détacher de leur père et de leurs erreurs. C'est peut-être la scène la plus shakespearienne pour le coup de la série. Je trouve qu'elle marche hyper bien, et je parlais tout à l'heure des accidents, bah, le fait que Sean, dans son ego ou juste dans le feu de l'action et de l'émotion presque, laisse à Elliot le temps de récupérer un flingue. Je trouve ça là encore d'une cruauté réaliste, quoi, j'ai envie de dire. C'est que effectivement, si tu surveilles pas, le mec va arriver et potentiellement te dégommer, et c'est ce qu'il fait. Et le fait que la mort de Sean Wallace soit expédiée aussi rapidement et aussi brutalement me parle et me prouve en fait que la série va peut-être plus que ce qu'on l'a dit, parce qu'on a pas mal insisté sur ses défauts, mais va quand même souvent au bout des choses, quoi. Et j'ai trouvé ça super beau et triste à la fois en fait, qu'on en arrive là, mais d'un autre côté toute la série te fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue, quoi. Par contre, que ça soit résolu sans pathos aussi rapidement dans un échange, c'est un espèce de montage hyper rapide sur le fait qu'il vérifie si le flingue est bien chargé, et hop, derrière il enchaîne, quoi. Et j'ai trouvé cette scène, enfin en tout cas l'enchaînement du dialogue vers cette fin hyper brutale de Sean, très très touchante en fait. Et dans les deux sens, dans le côté déchirant, tu vois, t'as pas envie que ces mecs qui apparemment peuvent faire mieux effectivement que leur père fassent pire, et d'un autre côté touchant dans le fait que forcément quand il meurt d'une manière aussi froide et directe, t'es forcément blessé, quoi. Je sais pas si j'aurais envie d'en voir plus, et je suis content que Joe Cole ait eu sa revanche sur Peaky Blinders, parce qu'il a quitté volontairement la série puisqu'elle faisait tourner le personnage de John Shelby un peu en rond. Mais ouais, j'ai une scène très touchante, donc j'avais choisi celle-là pour sortir un petit peu de l'action dont on a déjà longuement parlé. Moi, ça m'a ramené, j'ai pas mal cité la série déjà, mais ça m'a ramené à The Wire encore, dans le côté personnages clés qui régulièrement se font descendre de façon assez froide et assez définitive, en milieu d'épisode, ou à un moment auquel tu t'attends pas, quoi. Presque banal, ouais, en fait. C'est ça que j'aime bien. Ça les place comme une pièce dans un échiquier beaucoup plus grand, quoi. Ouais, et puis tu sens qu'il y a toute une fatalité qui sont incapables de s'y échapper. Et d'ailleurs, c'est le poids du père, c'est le poids de
le poids du crime et tout d'un coup, elles viennent te frapper comme ça d'un coup. Moi, ce que j'ai bien aimé et l'une des scènes qui m'a beaucoup plu, c'est presque c'est la première scène. C'est quand Joe Cole s'apprête à cramer le gars. Joe Cole dans cet impair, il faut le dire, il est quand même spectaculaire de charisme, quoi. Et tu vois le fait tu vois dans son regard le fait qu'il puisse ne pas faire autrement que de cramer le gars, tu vois. Tu sens qu'il y a aucune hésitation et que c'est à la fois inéluctable et pourtant il le fait malgré lui. Et je trouvais que ça se lit beaucoup à la fois dans les dialogues mais aussi dans son regard. Il y a quelque chose qui est vraiment très fort et pour moi, de toute façon, cette scène, elle m'a complètement accroché à la série et c'était vraiment génial, quoi. Mm-hmm. On n'en a pas du tout parlé, mais j'ai pas mal aimé son frère aussi. Je trouve que le personnage est relativement bien développé par rapport Balatik. Comment ? Non, je dis Balatik parce que c'est ce personnage à l'accent écossais de The Force Awakens qui va confronter Han Solo, mais c'est son vrai nom, le nom du personnage c'est Billy et le nom de l'acteur c'est Brian Vernal. Je trouve que par rapport au cliché qu'il aurait pu être, le personnage est relativement bien traité et fonctionne assez bien. C'est un personnage tragique encore. Surtout, il survit. Et surtout, il survit. Ça fait plaisir. Si vous avez d'autres choses à rajouter, autrement on va s'arrêter là. Non, c'était bien. J'ai bien aimé. Voilà. Donc, comme on vous l'annonce et depuis presque 2 heures, c'est une série à voir, même si on peut lui considérer des faiblesses, mais qui me semble très anecdotique par rapport à l'ensemble de la série. Elle est vraiment, vraiment géniale. Puis il faut bien qu'on meuble 2 heures de podcast. Donc, il y avait vraiment peu de choses à dire. Donc, on va se laisser là. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Avec grand plaisir. Hâte qu'on se retrouve pour Tyler Rake 2, maintenant que c'est officiel. Ah ouais, putain. C'est fort quand même. C'était évident. Enfin, pour moi, c'est même annoncé 2 semaines trop tard presque. Ouais, je vais couper ça au montage. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode consacré normalement aux vampires. Prenez bien soin de vous. À plus. Salut. Bisous. Et attention aux perceuses.